Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans Prétention. Nous sommes au mois de février, ça y est, le deuxième mois de l'année. Il n'y a pas eu de Sans Prétention en janvier. Il y a eu un Sans Prétention en janvier, mais il est resté secret pour des raisons de confidentialité. Mais Sans Prétention ne vous abandonne pas, Sans Prétention revient avec une nouvelle énergie. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Cyril. Alors Cyril, c'est un monteur, acteur, cadreur, réalisateur, artiste, sportif, aventurier. Il foule les tapis rouges, il participe aux plus grands moments sportifs de la région en tout cas, et il côtoie les plus grandes stars. Je ne vous parle pas de George Clooney ou de Denis Brognard, mais bien de Cyril. Waouh, bonjour Baptiste. Bonjour Cyril, comment ça va Cyril ? Ah bah ça va, tout ça dans un seul homme, je l'ignorais, mais en fait oui c'est vrai quand tu résumes... J'ai étayé un peu cette description petit à petit. Je l'ai pas écrite d'un coup, mais au début j'étais en mode la petite suite acteur, cadre, réalisateur. Je cherchais si t'étais producteur, mais tu n'es pas producteur, je pense. Ouais, non, pas encore. Il faut avoir un peu plus d'argent, je pense, pour être producteur. Ouais. Ça dépend du porte-monnaie financier. Mais qui sait ? Peut-être dans le futur. Aujourd'hui, à date d'enregistrement de ce podcast, en tout cas non, mais peut-être par la suite, peut-être. Comment il va Cyril après cette journée de taf ? Ah bah c'était une sacrée journée, comme beaucoup de journées d'ailleurs, mais non, bah, finalement ça va. Quand je me suis levé ce matin, je me suis dit... Tiens, ce soir je fais ce podcast avec Baptiste et je suis plutôt content, peu importe la journée que j'aurai. Ah, tu veux dire que j'ai anticipé, je t'ai pas proposé il y a 2 minutes dans la rue. Non, ouais, ça fait un petit moment, je pense, 10 jours, une dizaine de jours que tu m'as demandé. C'est vrai, à la fin d'une soirée un peu éméchée. Ah bah oui. J'avais l'idée en tête, mais le message est parti. Je ne trouve pas le temps, parce que oui, je te demande comment ça va après cette journée taf, parce que nous sommes collègues aussi. Ah oui, c'est important de le préciser. À l'image d'Antoine qui est déjà passé dans ce podcast. Donc collègues depuis plus d'1 an maintenant. J'ai toujours trouvé que tu as un profil très intéressant, plutôt atypique aussi, d'où les nombreux adjectifs que j'ai cités en introduction de ce podcast. Est-ce que tu veux rapidement revenir sur certains de ces qualificatifs ? Bon, monteur, cadre, réalisateur. Ça, c'est la partie professionnelle. Ton métier quotidien sur les émissions qu'on réalise pour notre chère chaîne de télé. Voilà, c'est ça pour WEO, donc aussi bien en régie que en tournage extérieur et en montage. Donc là, c'est vraiment la partie professionnelle, mais je pense qu'après les autres... Mais toujours derrière la caméra. Oui, très souvent. Après, ça m'est arrivé quand même de passer devant, mais j'ai été invité, par exemple, pour parler d'une autre de mes passions, de théâtre notamment. En fait, je me suis invité dans une émission que je réalisais moi-même pour parler de ma passion du théâtre. C'est une mise en abîme totale. Vous êtes autodidacte, quoi. Ouais, vous faites tout seul, tout se passe bien. Mais pour le coup, j'ai pas pu réaliser cette émission vu que j'étais sur le canapé à l'époque avec Laurent Dereux, que je salue d'ailleurs s'il nous écoute. S'il écoute ce podcast un jour. Donc acteur par cette passion aussi pour le théâtre sur laquelle on reviendra plus tard aussi. Artiste. Donc le théâtre, le fait d'être acteur, mais le fait aussi d'être un musicien, un mélomane. Ouais, c'est vrai, mes heures perdues. Alors c'est vraiment ça, c'est une passion. Je suis très très loin d'un niveau très haut, mais je m'amuse bien à gratouiller, quoi. Ah bah franchement, pour les extraits que tu m'as montrés, mais parce que j'ai l'impression qu'on se met beaucoup la pression sur. Moi, je fais de la guitare aussi, et je dis toujours à tout le monde, je suis nul et je ne sais rien faire. Mais par rapport au niveau 0 d'une personne qui ne sait pas jouer... Oui, après c'est ça, peut-être que... Enfin, moi j'aime bien, j'aime bien... Après j'avoue j'ai des facilités quand j'entends une chanson, tout ça, je comprends très vite les accords et je comprends très vite les sons. Et du coup ça m'amuse bien, comme j'aime bien chanter aussi, voilà. En général quand j'ai une chanson en tête, ah bah tiens je vais regarder comment on l'a fait, et puis ça vient assez naturellement. Donc, après il y a des chansons plus compliquées que d'autres, hein, je l'avoue. Donc tu as une bonne oreille. J'ai une bonne oreille, ouais, je pense, ouais. Est-ce que tu as une chanson préférée ? Une chanson préférée, ou alors celle que tu préfères ou que tu joues le mieux, que ce soit parce que donc, du coup c'est guitare et piano. Ouais, alors piano j'ai débuté il y a 1 an et demi environ, et c'est très très dur. Enfin, il faut vraiment s'y mettre. La guitare, j'ai beaucoup travaillé au début et du coup j'ai beaucoup pratiqué. Le piano, j'ai pas encore cette expérience du beaucoup pratiquer au début, et du coup je fais que quelques chansons, que quelques notes, mais pas encore de gros mélodies ou de gros accords, quoi. Mais ça m'amuse de me dire que c'est possible de le faire, et je peux le faire avec mon petit piano synthétiseur chez moi, quoi. Du coup, pour l'instant, t'apprends plus facilement une partition de guitare qu'une partition de piano. Oui, parce que la guitare, tu me dis c'est un la mineur, je le fais tout de suite, quoi. Oui. Le piano, c'est quoi déjà c'est les 3 doigts, c'est l'index. Voilà, c'est un peu compliqué encore ça. Mais c'est plus compliqué de jouer du piano ?
Ou tu penses que c'est parce que comme tu t'es plus investi dans la guitare, c'est plus, facile aujourd'hui? Du coup, je pense pas que ce soit plus compliqué. À mon avis, faut quand même avoir plus de... Par rapport au solfège, tout ça, ça aide pour le piano. Alors que pour la guitare, moi, personnellement, j'ai jamais fait de solfège, j'ai jamais fait de cours de musique. Ouais. La guitare, j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu. Moi, j'ai pris des cours de guitare aussi et jamais de solfège. Ouais. Et pourtant, quand nos parents nous parlaient, mes parents me parlaient d'instruments de musique et tout, ils disaient le solfège, ça dégoûte des gens, ouais, et tout. Mais c'est indispensable. Mais personne n'a jamais fait de cours de solfège de sa vie aujourd'hui. Bah moi j'en connais beaucoup dans les écoles de... À part les gens dans les écoles de musique, qui percent vraiment, mais du coup tous les musiciens amateurs sont en mode je n'ai jamais eu un seul cours de solfège. C'est vrai qu'on est dans une génération où maintenant les gens sont autodidactes et ils disent moi j'ai jamais pris de cours de musique, cours de chant, cours de trucs, voilà je sais chanter quoi. Mais après par contre tu te perfectionnes avec les cours, ça c'est quand même important. Ouais, c'est parce que maintenant quand tu suis un tuto sur YouTube, le mec te fait pas tuto cours de solfège quoi. Le mec te fait direct tuto musique sur ton instrument quoi. À partir du moment où tu vois sur des tutos, c'est que tu maîtrises un petit peu les choses et tu sais tiens il est en train de faire je vais revenir sur mon la mineur du coup. Il est en train de faire un la mineur, très bel accord, très facile aussi le la mineur. Voilà, puis après maintenant on n'est plus sur des partitions, maintenant c'est les tablatures comme on dit, avec les C, les G, les D, je parle pour les puristes, attention. Avec les accords directement. Voilà, avec les accords anglais du coup. Évidemment, bah oui. Moi j'avais des tablatures avec les accords anglais avec ces petites lettres et mon prof du coup à chaque fois repassait et les écrivait en français. Ah oui, je comprends. Tous les C devenaient des Do. Ça me fait penser d'ailleurs à mes premiers cours de musique au collège, mes cours de flûte. Et en fait il fallait lire les partitions. Sauf que les partitions je les lisais pas parce que ça m'ennuyait quoi. Et donc du coup j'écrivais au crayon gris sol, fa, mi. Et puis quand j'étais en examen devant toute la classe, puis du coup le prof arrivait des fois donc je prenais une autre feuille à côté quoi. Et donc par contre je l'ai noté parce que pour moi ça me servait à rien de savoir qu'un la c'était sur la deuxième ligne, d'ailleurs j'en sais rien là comme ça je ne sais pas le dire. Y a-t-il des lignes sur une flûte d'ailleurs? Mais par contre je savais je sais encore les notes des mélodies que j'apprenais quoi. Fa sol la sol fa mi ré mi fa mi mi, la de la joie. J'avais reconnu. Et j'ai appris les notes en fait. C'est vrai que du coup en disant les accords, tu fais les accords en termes de sonorité aussi. Et du coup, là c'est les accords de flûte, donc c'est un peu l'instrument de la honte quoi. Parce que mais du coup tu fais partie de cette génération qui a eu des cours de flûte. Ah bah oui, moi j'ai né en 87, donc j'étais au collège fin 90 début 2000. Ouais. C'était la date de naissance je crois. 2000 exactement. Voilà, donc moi j'étais en 4ème quand tu es né. Wow. Et je faisais de la flûte en 4ème. J'ai commencé au CM1 tout ça et puis en CM1 on apprenait la flûte. Okay. Et puis après tout le collège, de toute façon il y avait que ça qu'on pouvait ramener comme instrument. Vous voyez mal avec un corps anglais ou une guitare dans le cartable. Oui. Et ok. Et toi t'as kiffé les cours de flûte ou? Moi j'aimais bien. Parce que du coup ça n'existe plus aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé d'arrêter. Enfin il y a toujours des cours de musique. Enfin moi j'en ai eu en tout cas. Mais des cours où t'apprends à chanter quoi. Voilà, ça se résumait pas que à la flûte, mais ça participait. On avait de l'histoire de la musique, on avait du chant, on avait de la flûte aussi, voilà. Mais du coup vous maniez quand même un peu un instrument quoi. Oui, c'est ça. Qu'aujourd'hui, moi les cours de musique que j'ai eu, c'est juste on chantait et on apprenait l'histoire de la musique, des instruments, des trucs, tu vois, un peu de culture. Mais d'ailleurs je l'ignorais parce que c'est vrai que je sais pas quand est-ce que la flûte a été arrêtée au collège quoi. Peut-être pas, du coup pas longtemps après moi. Du coup. La dernière génération a joué. C'est ça. C'est en l'an 4 après Cyril. Ce sera peut-être le titre de ce podcast. J'aime bien le dernier joueur de flûte, Cyril. Voilà. Le dernier joueur de flûte. Non, mais c'est vrai que moi je sais que pour avoir pris des cours de guitare à côté des cours j'ai trop kiffé et je regrette de ne pas en avoir fait plus, mais je me dis c'est con qu'on n'ait pas plus cette possibilité aussi au collège et que ça ce soit un truc qui soit perdu. Bon, peut-être pas forcer tout le monde à apprendre la flûte. Pourquoi la flûte d'ailleurs? Oui, encore une fois, je pense que c'est vraiment une question pratique. La flûte dans le cartable et voilà quoi. Ouais, mais je sais pas, tu peux dire les écoles, elles s'équipent, tu vois. L'harmonica, ça aurait pu le faire. J'aimerais bien jouer de l'harmonica aussi. Ouais. Parce que c'est vraiment un truc que tu peux trimballer partout dans ta poche et d'un coup, hop, petite ambiance. Après, c'est ça, c'est soit un instrument de solo, soit un instrument d'accompagnement, quoi. Oui. Pour l'anecdote là-dessus, j'ai assisté à un mini concert privé de l'harmoniciste de Johnny Hallyday. Greg Zlap, comme ça. Je crois. Il y a un Z au début en tout cas et beaucoup de consonnes après. Et il y a juste un A en termes de voyelles. Et c'était bien et t'avais envie de respecter ce mec, de se dire le mec
il tourne avec Johnny Hallyday, bah il maîtrise, machin. Mais c'est quand même un peu ridicule, quoi. Le mec monte sur la scène et tout, il a son mini-instrument, et il est là, il te fait des musiques. Ouais, il fait des solos de fou quand même. Et du coup, et moi je pense que ce qui m'avait manqué de ce concert, c'était la chanson. Alors du coup, le mec ne chante pas, parce qu'il est littéralement occupé à souffler dans l'harmonica. Tu peux rarement chanter en soufflant. C'est pas comme la guitare ou le piano, où là tu peux mettre l'ambiance, tu peux chanter et entraîner les gens. Là, le mec faisait super bien la mélodie, et le rythme et tout. Mais du coup, personne voulait prendre le risque de se mettre à chanter tout seul, et du coup l'ambiance était un peu bizarre, quoi. Un des meilleurs exemples pour aimer l'harmonica, c'est Bob Dylan, qui joue de la guitare, qui chante et qui joue de l'harmonica dans la même chanson. Et là c'est fou parce que il y a ça, il joue forcément de la guitare en chantant, et il y a un petit solo d'harmonica, et du coup qui participe à la mélodie. C'est comme s'il chantait avec son harmonica finalement. Et voilà, Bob Dylan, c'est waouh. T'as jamais pensé à une carrière dans la musique ? Non, pas assez. Parce que la guitare, maintenant que tu maîtrises un peu, tu dois forcément te balader. Est-ce que tu es le troubadour des fois en soirée, tu vas travailler avec ta guitare ? Ouais, en famille, ça m'arrive pour des anniversaires ou des mariages, ça m'arrive d'écrire des petites chansons sur des airs connus. Hein. Je compose pas de musique. Je récupère des chansons que je change les paroles assez facilement, et puis voilà quoi. La dernière en date, c'était les 20 ans de ma cousine Lola, qui travaille d'ailleurs aussi ici. Peut-être que tu feras un podcast avec elle un jour. Ou voilà, du coup j'ai réécrit Morgane de toi, puisque le refrain c'est Lola, quoi, donc un peu facile. Un peu facile, solution de facilité. Mais si je peux me permettre. toutes les paroles ont été changées. Donc voilà. Ça rajoute ce petit côté stylé quand c'est toi qui joues la oui, musique, et puis l'intérêt pour ça, c'est que les gens peuvent suivre aussi, puisqu'ils connaissent la mélodie. Oui. Si tu inventes une chanson pour quelqu'un, personne ne peut la chanter avec toi, quoi. Là au moins tu donnes juste le texte, tu fais attention, c'est Morgane de toi, Renaud. Ah d'accord, ok. Et puis tu comprends très vite les paroles qui changent. C'est plus Morgane, et puis c'est plus Renaud, c'est moi. C'est ça. Et ouais. Non, mais c'est vrai que nous avons récemment concocté une petite parodie d'une chanson pour l'anniversaire d'un collègue. Ah ouais. Et c'est vrai que tu m'as un peu guidé là-dessus pour dire il faut que les rimes respectent la chanson d'origine. En fait, soit un peu les mêmes. Après, on peut pas toujours le faire, mais. Non, mais oui. Mais c'est une bonne règle, parce que j'adore aussi faire des reprises de musique, des parodies, des machins, des trucs. Et en fait, des fois ça marche mieux, des fois ça marche moins bien. Je pense que c'est pas mal de garder ce rythme un peu, et garder les fins de phrases comme ça. Les gens qui connaissent pas précisément les paroles, mais qui savent que le mec finit par un la. C'est des sonorités, c'est des. Et tu sais que tu fais une rime en la, et puis les gens vont faire ah ouais, trop bien, et ils vont direct plus accrocher, quoi. Donc non, je retiens tous ces petits tips pour être. Écoute, à ton service. Hein. Pour être le musicien et le troubadour de la soirée. Le premier sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, Cyril, c'est que j'ai récemment emménagé dans un appartement, et je trouve que la façon dont chacun agence son appart en dit beaucoup sur la personne. Voilà, chacun, les meubles, les machins, la disposition des pièces, chacun, ça raconte beaucoup de choses sur la personne. Alors, je n'ai pas encore eu la chance ou l'honneur de pénétrer dans ton antre, dans ton appartement, mais qu'est-ce qui est important pour toi dans un appart, ou du coup dans ton appart aussi? Ce qui est important, c'est pas facile comme question. Alors si tu visualises tout ce qu'il y a dans ton appart, machin, déjà bon, il y a la déco, les trucs que tu n'utilises pas trop fréquemment, parce que voilà, moi ça fait aussi 1 an que je suis à peu près entre déménagements, machin et tout. J'ai beaucoup de cartons dans ma chambre. Ma chambre était remplie de cartons. Là, mon appart est rempli de cartons, donc on est toujours sur une dynamique de carton, ça cartonne. Mais voilà, il y a plein de bouquins et tout que j'adore, et que je sais que je veux avoir à portée de main, parce que si jamais un jour je veux les relire, c'est cool. Mais je sais pas qu'est-ce qui parle le plus, qu'est-ce qui raconte le plus de choses, ou qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans mon appart. En fait, quoi. Je me pose beaucoup de questions sur l'agencement. Ouais, je comprends. Moi, contrairement à ce que je suis au boulot, donc je suis très ordonné, chez moi je suis assez bordélique. Ce qui fait que j'ai besoin de beaucoup de rangement. Donc là, parlant comme ça, moi c'est mon salon qui est le plus important, parce que c'est vraiment là où je passe le plus de temps, parce que j'ai pas non plus j'ai une vie, je dors pas beaucoup, hein, on va le dire très environ combien d'heures par nuit en moyenne? Entre 5 et 6 heures, pas plus. Ouais, très bien. Je me couche tard parce que je regarde souvent des séries, des films, du foot, tout ce que tu veux. Je me permets de dire quand même que le sommeil est important pour une bonne santé. Oui. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Après, l'avantage, c'est que je peux me lever quand même pas trop tôt avec le travail, donc du coup ça va. Donc je suis un peu décalé. Mais je remarque. Mais si tu te couches très tard, au final, ça ne change rien, quoi. Si tu dors 5-6 heures. C'est vrai que normalement, les heures les mieux réparatrices sont avant minuit. Mais ça, je pense que c'est une légende, par contre. C'est vrai. Autant je pense que le truc de la nuit doit durer 8 heures,
Et c'est pour ça que historiquement toutes les langues latines en tout cas ont le mot 8, enfin le mot 8 dans le mot nuit. Genre nuit en français, 8, night en anglais, donc 8, Nacht en allemand, noche en espagnol, machin, et ainsi de suite. Mais, donc autant pour ça, je crois qu'il y a une base, il y a quelque chose de vrai. Autant les heures avant minuit, ça, j'y crois pas trop. Je pense que ça dépend du rythme de chacun aussi. Mais ça m'arrive quand même des fois de temps en temps. Et d'ailleurs, le week-end, ça m'arrive de dormir beaucoup. Du coup, je pense que je le paye, à mon avis, la semaine. Mais la semaine, je me dis, comme je travaille, je rentre, je fais du sport aussi 2 à 3 fois par semaine. Donc, quand je rentre à 22h, je me dis, je vais faire quelque chose, quoi, maintenant, quoi. Sinon, je vais un peu gâcher ma journée, quoi. Et donc, comme je disais, pour revenir à ta question initiale, le salon avec les rangements, j'ai plein de livres. Surtout des BD, des comics. Je suis pas un grand lecteur non plus à part les Harry Potter. et voilà, donc mon canapé, voire mes télés, puisque il m'arrive de suivre 2 matchs de foot en même temps. Et d'ailleurs, des fois j'ai envie d'en suivre 3 du coup. Une fois que les 2 sont finis, je mets une rediff du 3e. C'est pour ça que je peux finir tard. Donc voilà, je suis un très gros consommateur de sport à la télé. Et voilà, une petite case aussi pour mes textes de théâtre dans cette armoire. Donc là, je me visualise dans mon canapé avec mes 2 télés en face et mon armoire qui est sur la droite avec tous les livres. Internet ou télé en tout cas pour capter ces matchs. Une armoire Ikea de type Kallax avec à peu près 8 rangements, enfin 8 cubes de rangement. Et donc, tu traînes pas trop dans ta chambre, quoi. Ma chambre, vraiment, j'y vais quand je suis au bout, quoi. Tu vas juste pas dormir, quoi. Paf, je dors et puis quand je me lève le matin, je sors très vite, douche et puis. Donc là, la chambre, c'est pas l'endroit où je passe le plus de temps. Ouais. Oui, non, déjà, si tu dors peu, ton lit n'est pas l'endroit où tu vas passer le plus de temps. Par contre, du coup, je suis adepte d'un certain truc, c'est que dans la chambre, que ce soit téléphone, donc ordi et tout, c'est une saignette. C'est-à-dire que moi, au moins, une fois que je suis dans ma chambre, je dors. C'est-à-dire que je fais pas un truc en attendant de dormir. Ça, je le fais dans le salon avant. Ouais. Et une fois que je décide de quitter mon salon, là par contre je suis dans mon lit, en 30 secondes je suis endormi. Là ton cerveau il sent que c'est peut-être une bonne solution pour tous les gens qui ont des insomnies ou quoi. J'ai pas le droit. La chambre tu dors et tu ne fais rien d'autre dedans, quoi. Donc voilà. Donc et t'as une grande chambre ou pas? Non, il y a ton lit et il y a tes fringues dans ta chambre ou elles sont rien? Ouais, elle doit faire 10 mètres carrés je pense, donc c'est bien, une chambre très bien, mais avec la salle de bain juste dans la chambre aussi, du coup à côté. Ok. C'est un 3 pièces, donc j'ai un grand espace cuisine-salon, salle à manger. Ouais. Et puis derrière, une chambre avec la salle de bain. Ok. Et les toilettes dans l'entrée, pour tout te dire. Voilà, là je me projette un peu. Non, mais il faut imaginer, quoi. Belle hauteur sous plafond. Ouais, c'est sympa, comme je suis grand. J'ai quand même une lampe qui penche, qui pend beaucoup, donc du coup j'ai tendance à me la prendre quand même, qui est juste au-dessus de ma table. La fameuse lampe où à chaque fois que tu la prends, tu te dis, faut vraiment que je la remonte. Mais oui, c'est ça. Que je l'accroche ailleurs. Je ferai ça demain. Et puis ça fait quoi? Ça fait combien de temps que t'habites dans ton appart? Eh ben, ça fait 10 ans en août. Déjà. Oh là 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 là. Ouais. Ça veut dire que t'es bien. Oui, ça va. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le quartier, proche des autoroutes. Je suis à un quart d'heure du boulot à pied, donc ouais, je suis bien. Que demande le peuple, finalement. Ouais, on est bien. Et donc tu vis seul dans ton appart. Mm-hmm. C'est quoi ton rapport avec la solitude? Mon rapport avec la solitude. Est-ce que ça te. J'imagine que ça te fait pas trop chier si t'es tout seul. Non, en fait, malheureusement, je m'y suis habitué. mais je passe très peu de temps seul, en fait. Au final, je suis seul, mais je passe pas beaucoup de temps chez moi. C'est ça, en fait. Est-ce que tu passes du temps chez toi ou en fait, la majeure partie du temps, allez, on va grosso modo, on va dire 9h, 18h30 au boulot. Bon, voilà. Donc, je vois des gens toute la journée. 3 fois par semaine, quand je rentre du taf, je prépare mes affaires pour aller au sport. Donc, je fais du badminton 3 fois par semaine à peu près. Et je rentre à 22h. Donc là, en fait, c'est là où commence ma deuxième partie de soirée chez moi, jusqu'à me coucher. Et puis après, je me lève et je vais au boulot, en fait. Donc, et le week-end, je suis très peu à Lille, chez moi, puisque je rentre pour aller au théâtre. Donc, je vois des gens le vendredi soir au théâtre. Le samedi, pareil, j'ai un atelier avec des jeunes. Donc le rapport à la solitude me va bien. Et je pense que j'aime bien, du coup, ces moments où je peux être seul. Et je sais que chez moi, en général, quand je reste chez moi, c'est que j'ai envie justement d'être tranquille et d'être tout seul. Ouais. Du coup. Donc un très bon rapport par rapport à la solitude. Ouais, non, ça va. Mais et t'invites souvent des gens chez toi ou pas? Ou c'est vraiment juste tu préfères ne pas être chez toi avec tes potes ou... C'est vrai que c'est une très bonne question. À de rares occasions, j'invite des gens, c'est vrai. Ça m'arrive de dire à mes potes, tiens, on se ferait pas le match ce soir, soirée pizza, donc plus une soirée foot. Par contre, j'ai plutôt tendance à aller chez les autres.
Alors, pas pour des raisons que j'ai pas envie d'inviter. Parce que j'adore ce côté chez les gens. Non, mais par exemple, tu vois, j'ai ma meilleure amie qui a une fille, donc on se verrait pas aujourd'hui, passe. Et non, en fait, j'ai plus tendance à être celui qui passe chez les gens plutôt qu'à ce que les gens viennent chez moi. Ouais. Par exemple, ma soeur et mon beau-frère qui ont 3 enfants, c'est chez eux que je vais en fait. Je pense que ça fait très longtemps que ma soeur est pas venue chez moi, par exemple. Pourtant, je la vois tout le temps. S'ils viennent à 5, ils vont pas venir à 5 dans un appart en plus. Un appart plus petit que chez eux. On se voit chez nos parents, donc du coup. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est vrai que cet appart à Lille sert surtout de moment d'avoir un pied-à-terre entre le boulot et le week-end en fait. C'est plus ça. Les sorties, les soirées, la vie sociale quoi. Ok. Ah non, c'est intéressant, mais c'est un peu l'idée que je m'en faisais. Ouais. Mais... Et toi, ça va être ça aussi, du coup Je me permets de te poser la question. En fait, j'adore passer du temps avec mes potes. Mmh. Et aussi, paradoxalement, si je meuble un peu mon appart d'une certaine manière, machin et tout, c'est aussi pour que les autres puissent en profiter. Je suis d'accord. Parce que c'est quand je fais tout ça, ou que je mets un meuble plutôt qu'un autre, machin, je me dis, moi, oui, je suis content d'avoir un truc, mais je veux le montrer un peu aux autres, quoi. C'est aussi une fierté de se dire. Savoir ce truc, t'invites des gens et cette première phrase qui est dite, c'est sympa chez toi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool. Même s'ils le pensent pas, dites-le, c'est important. Ouais, mais en général, tu peux pas tromper là-dessus. Oui, je pense. Ça. Parce que c'est juste, soit tu fais genre, ok, cool. C'est cool. C'est surprenant. Ça, c'est mauvais signe. C'est gentil, hein. Alors là, c'est. Mais t'es bien là, du coup. Il va falloir changer de canapé. Hein. Ouais. Et on peut s'asseoir où, du coup Ça te suffit, du coup. Super. Ouais. Bon, on va descendre boire un verre dehors, hein, je pense, parce que. Là, je pense que c'est des signaux assez forts. Là, il faut changer. Non, mais oui, j'ai pas encore. Donc, comme c'est vraiment récent, littéralement, il y a moins d'une semaine, j'ai pas encore invité de gens chez moi. Aussi pour une raison assez simple que je n'ai pas beaucoup de place assise. Ouais. Donc je peux inviter des gens, si on reste tous debout, ça va être bien. Mais non, moi j'aime bien quand même inviter des gens, déjà pour le confort de se dire t'es chez toi et les gens viennent, les gens repartent, toi tu bouges pas, t'es tranquille. Ouais, je comprends. T'as pas le truc de je me déplace, je sors, je sais pas comment j'y vais, quand est-ce que je rentre, comment je rentre. Et puis je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un peu galéré à trouver un appart, parce que j'ai envie de trucs bien, j'avais envie d'y être bien. Et puis, c'est chez toi, t'es bien. Si les gens viennent, c'est un bonus, quoi. Donc, je comprends. Donc non, je pense que j'aime bien inviter des gens. Mais justement, je veux attendre que ce soit vraiment bien pour me dire, j'invite des gens, je leur propose de venir là-dedans pour pas... S'ils viennent et qu'ils sont déçus, je vais être en mode... j'aurais dû attendre un peu plus, là ça va pas et tout. Et donc non, moi j'aime bien inviter, j'aime bien aussi découvrir d'autres endroits. Mais je trouve une fois que t'as découvert un peu où habitent les gens aussi, t'es en mode c'est bon, je sais à quoi ça ressemble. Et des fois t'as envie de tester des trucs, tester un bar, tester un endroit, tester... Et il y a des lieux aussi qui se prêtent plus à se voir que l'appart de quelqu'un, quoi, au final. Oui. Après ça dépend aussi de l'âge. Je rebondis là-dessus parce que ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai que moi quand je peux organiser quelque chose chez moi, c'est aussi pour que mes potes, par exemple, qui sont tous pères quasiment, puissent avoir ce petit moment de liberté entre guillemets, hein. Je mets vraiment des guillemets, hein. On embrasse j'embrasse toutes leurs copines qui sont adorables et que j'adore, si elles m'écoutent. Et non, ça peut être le truc, écoute, ce soir on va pas au bar, venez chez moi, on est 6, vous êtes 6, on regarde le foot, voilà. Ok, d'accord, j'arrive quand j'ai couché les petits, j'arrive quand... Et voilà, et donc, du coup eux ils ont ce moment aussi où ils sortent de leur quotidien et ils retrouvent un appartement à Lille, puisqu'ils ont quasiment tous des petites maisons du coup maintenant, hein, forcément. Parce que ça les arrange plus de venir dans ton appart que d'aller dans un bar. Après c'est souvent pour le côté pratique que j'invite les gens chez moi pour un match de foot. C'est surtout pour toi que si tout le monde a un horaire différent, au moins toi t'attends pas tout seul dans un bar, quoi. En fait le bar c'est bien parce que forcément tu payes tes bières, hein, je suis d'accord. Après c'est le côté convivial du bar et de voir d'autres gens aussi qui sont pas forcément des gens que tu connais mais que tu peux discuter autour d'une bière alors 2 minutes, 3 minutes, j'en sais rien. Mais là la dernière fois, le dernier exemple en date, c'est parce qu'on avait envie de suivre 2 matchs en même temps. Je me souviens. Et du coup, les bars ne font pas ça, dans un match qui était pas trop important et un autre qu'on voulait voir quand même. Donc en fait, j'ai dit venez chez moi, on met les 2 écrans et puis voilà. Et au moins on se ziote et puis on fait une soirée pizza, ça change un petit peu, quoi. Mais là, c'est vrai qu'on va quand même très souvent au bar à chaque fois qu'il y a des matchs importants en Champions League, pas en Ligue 1 parce que la Ligue 1 c'est le week-end, donc on se repose un petit peu. En fait, moi je me repose le week-end. Le week-end, c'est proactif la semaine, mais le week-end c'est semaine est très active, cool. Hein. Arriver jusqu'au vendredi soir, c'est compliqué. C'est ça, mais bon, après le week-end. Un agenda de ministre.
Non, mais c'est. Ok, non, c'est cool. Et du coup, t'as des grands écrans chez toi? Enfin, les écrans sont grands pour. Bon, c'est une télé. Oui, ma télé. C'est encore une ancienne télé, parce que c'est une télé que j'ai récupérée de chez mes parents. Mais c'est une grande ancienne génération, donc je saurais pas te dire les pouces, je t'avouerai. Je suis pas technicien. Ah bah si. Ah si, merde. Ah merde. Non, elle est très bien. C'est une télé très bien. Si, elle est plutôt grande, hein, mais elle est, je pense, moins grande que ce que tu vois aujourd'hui, quoi. Ouais. Par exemple, celle-là qui est à côté de nous. Ouais, bah celle-là, elle a plus la taille de mon deuxième écran, tu vois. Donc, okay. Oui, donc c'est quand même correct. Ouais. Donc ma grande télé, elle est un peu plus grande que ça, quoi. Ouais. Donc ceux qui écouteront ce podcast verront de quoi je parle, puisqu'ils ne voient pas la télé qu'on est en train de regarder. Et voilà. Est-ce que du coup, t'as des... Parce que j'ai pas l'impression, mais t'as pas des déformations professionnelles de bosser dans un milieu de caméra, d'écran, de machin et tout. Même ici, on a des ordinateurs puissants pour monter des émissions, des reportages et tout. Ouais. Chez toi, en termes d'équipement, est-ce que t'as besoin aussi d'avoir des trucs? Chez moi, j'ai zéro équipement. J'ai un petit PC de merde pour regarder des séries sur mon canapé ou voilà, pour écrire des trucs, des textes, des choses comme ça. J'ai pas de super ordi de montage, de choses et tout. Je laisse ça au boulot, quoi. En fait, je préfère limite me dire tiens, je vais venir bosser au boulot. Ça m'est déjà arrivé de monter des trucs perso au boulot, en fait. Ouais, ça. Parce que t'aimes quand même monter des trucs ouais, ça m'est perso, arrivé quoi. de monter plein de choses. C'est pas genre tu détestes ton taf au point que tu le fais comme tu mais fais toute la journée, le soir t'as vraiment pas envie de le faire. C'est pas vraiment un choix, en fait, parce que c'est un peu financier. Je me dis pourquoi acheter un truc alors que j'ai quand même du bon matos au taf, et c'est très rare que tu vois, ça m'arrive de monter des pièces de théâtre que j'ai filmées, ça m'arrive de monter des surprises pour des mariages ou des anniversaires. Ouais, non, et je me dis ce soir je reste au taf plus longtemps et je le fais là, quoi. Ah, mais pour que bosser dans la télé et tout, tu connais les matos, tu connais les techniques, les dimensions, les câbles, les raccords, les machins. Et tu pourrais te dire ok, je sais comment fonctionne le taf, donc je connais des bons plans, des machins, donc chez moi il faut que ce soit optimal. Du coup, chez moi j'ai pas de... Comme je te le dis, j'ai pas de poste de travail, j'ai pas de... Je me pose pas, j'ai pas un bureau avec un ordi, quoi. Ouais. T'es pas un gamer, toi. Ouais, non. Toi, t'es beaucoup un spectateur. Je suis console. J'ai une console, mais je joue qu'aux jeux de foot. Donc, si vous l'avez compris, j'aime beaucoup le foot. Hein. Un club en particulier, peut-être? Le LOSC? Le Racing Club de Lens. Ouais, le Racing Club de Lens. Évidemment. Voilà, je ne déteste pas Lille, mais forcément, quoi. Un petit peu. Après, je travaille à Lille, j'ai plein de collègues lillois, donc j'ai appris à faire avec. J'ai des potes lensois qui sont vraiment anti-Lille, et moi, je trouve que je suis pas trop mauvais concernant nos amis lillois. Mais c'est ça qui est très paradoxal, c'est parce que moi, le premier jour où je suis arrivé ici, je me suis dit je bosse à Lille, et on m'a posé ma question de le foot, machin, qu'est-ce que t'en penses, quelle équipe tu supportes et tout. Et c'est vrai que c'était une des premières questions. Et moi j'étais en mode on est à Lille, le LOSC et tout, et là gros jugement dans la pièce, machin, parce que tous les mecs qui bossent ici sont pour le RC Lens, quoi. Dans la prod, oui. Après, forcément, c'est avec la Voix des Sports qui est très, du coup, très lilloise. Même si les journalistes se doivent d'être impartiaux. Évidemment. Ils ne le sont absolument pas. Et on les embrasse. Je ne dirai pas de nom. Toute la rédac lilloise. Bon, ils ont leurs détracteurs. Voilà. Mais bon, c'est amusant parce qu'on peut un peu se chambrer. Mais bon, voilà, je suis quand même pour le respect, même si des fois c'est compliqué pendant les matchs. Quand je suis en week-end avec des gens, j'ai forcément tendance à prendre la mouche assez facilement. Mais avec du recul, ça va très vite sur le... Le chambrage gentil. Oui, voilà. Ça reste du sport. Hein. Et puis bon, si c'était pas copains. Voilà, si on n'avait pas entre guillemets d'ennemis dans le foot, ça serait moins intéressant, quoi. Exactement. C'est beau. Voilà. Est-ce qu'on a besoin d'ennemis au quotidien pour se challenger, se nommer des ennemis, entre guillemets, quoi. On a besoin d'adversaires. De concurrence. On a besoin de concurrence. Ah bah oui, pour s'élever. Pas de concurrence, pour s'élever au-dessus, quoi. C'est sûr. Tu parlais de tes loisirs, de tes passions diverses et variées juste avant, notamment donc le théâtre. Oui. Donc je parle de théâtre parce que j'ai aussi ce petit côté où j'aime bien improviser, j'aime bien jouer, machin. Mais ma daronne en particulier, mes parents, mais ma daronne surtout, m'a toujours dit mais fais du théâtre, putain, j'adore jouer des rôles, machin, et j'ai jamais pris le temps de le faire ou quoi. Ou je pense que j'aime bien le faire ponctuellement pour un spectacle ou quoi, mais je pense que j'aurais pas la discipline ou la rigueur pour me dire ok, je fais partie d'un club de théâtre souvent, et machin. Je pense que je serais très chaud en fonction du projet, quoi. Si c'est un projet qui me chauffe moyen, machin, je vais pas me forcer à me dire ok, je vais le faire, machin et tout. Je comprends. Mais du coup toi tu fais ça. Ouais.
Et qu'est-ce que tu kiffes là-dedans? Pourquoi le théâtre et pas un autre loisir? Alors, Parce que donc avec cette vie bien remplie de par ton métier, le badminton, les matchs de foot, ouais. Et en plus le théâtre à côté. Est-ce que c'est parce que tu as un manque, tu n'es jamais devant la caméra dans les émissions et du coup il faut que tu te montres? Non, je pense pas que ce soit ça. Parlez-moi de vos parents. Ouais. Non, mais en vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que je suis là où je suis le mieux, c'est sur scène, vraiment. Enfin, tu peux me dire, je pense qu'au taf, je m'en sors très bien. Enfin voilà, je sais à peu près faire correctement tout ce que je fais. Ouais. Mais la scène, c'est vraiment l'épanouissement. Parce que c'est paradoxal, parce que justement tu fais un métier un peu de l'ombre, ouais. Où toi voilà t'es pas le présentateur, le mec qu'on va voir. Mais c'est justement le décalage entre. C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui me connaissent pas bien au travail peuvent pas imaginer que je fais ça dans la vraie vie. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Me dire que, enfin, je pense que je suis plutôt un taiseux, je suis plutôt dans mon coin, je suis plutôt truc, parce que je travaille, j'ai mon casque la majeure partie de la journée. Tu sais te faire entendre aussi, hein, je te Oui, rassure. je sais me faire entendre, c'est vrai, ça peut arriver. Mais le théâtre, ouais, à la base, de toute façon, mes parents m'ont inscrit pour vaincre une forme de timidité, parce que j'étais quand même assez timide petit. Ah ouais. Même si j'étais le petit rigolo quand même, hein, donc j'avais pas de problème, mais je pouvais quand même m'effacer en présence de gens que je connaissais pas trop. Mais c'est quoi du coup, c'est tes parents qui disaient bah t'es trop timide, fais du théâtre, ou c'est... Mes parents ils se sont dit il faut faire quelque chose lié à la culture. Le sport c'est bien, je faisais du judo quand j'étais petit. Le sport c'est bien, mais ça serait bien de faire aussi une activité. Et l'avantage c'est que le club théâtre ouvrait du coup quand j'avais 8 ans. J'ai commencé à 8 ans, okay. Donc en 95. Ah, et en fait, alors moi je dis ouais, bah pourquoi pas en fait. Et mes parents en avaient parlé avec leurs frères et sœurs du coup aussi. Et donc du coup on s'est inscrit la première année avec tous mes cousins quasiment. On était 5 ou 6. Donc à la base c'était plus pour s'amuser. Ouais, bon on va faire une activité ensemble. Le théâtre pour nous c'était un peu abstrait quoi. Donc d'ailleurs pour la petite histoire, avant chaque séance de théâtre on faisait toujours du foot avec des petites balles et tout, etc. Et c'est ça que je préférais au théâtre. c'était avant de commencer vraiment à faire du théâtre. C'est pas le théâtre, c'est donc, voilà, tout ce qui est autour. On parle de loin, tu vois. Ah, mais il y a beaucoup de choses dans la vie aussi où c'est comme ça, c'est... En fait, le truc en lui-même est bien et c'est très cool, mais t'as aussi tout l'écosystème, l'ambiance, les gens avec qui tu le fais, enfin tout ce qui gravite autour. Tu vois, enfin moi c'est l'exemple que je donne. Mon taf fondamentalement est pas forcément passionnant à chaque instant et pas intéressant. Et oui, c'est ce que tu mets autour, je suis d'accord. Très très chiant de temps en temps, mais de par l'ambiance, de par l'équipe, de par les gens avec qui t'es au quotidien, machin, bah c'est quand même toujours cool. Tu fais c'est ça, tu fais un pourcentage de bonnes et mauvaises choses et voilà. Bon, bah il y avait quand même 20% qui étaient bien chiants aujourd'hui, mais les 80 autres étaient vraiment rigolos, donc ça va, c'était quand même une bonne journée quoi. Non, et puis du coup pour revenir à tout ça, donc j'ai fait 2-3 ans, je pense 2-3 ans de suite, et l'atelier a arrêté pour une raison que j'ignore parce que j'avais 10 ans, donc je sais pas pourquoi ça a arrêté. T'étais pas déjà dans l'orga à cette époque-là, les petits papiers, l'administration, la location de la salle? Non, à 11 ans, non, pas encore. Et je pense que ça devait être un des animateurs, qui est d'ailleurs aujourd'hui un très bon ami encore à moi, hein, c'est ça qui est cool. Il a dû arrêter pour des questions soit d'études, soit de travail, soit il a dû partir, ou peut-être il avait un enfant, je sais plus, franchement je saurais plus te dire, mais une raison. Et donc ça a arrêté pendant 1 an. Et vient le moment où on doit se réinscrire, et là du coup mes cousins ouais bah non moi j'arrête et tout, et là je fais moi en fait je crois que ça va me manquer si je reprends pas quoi. Et donc là j'y retourne, et en plus des nouveaux arrivants arrivent, hein, voilà. Et là c'est le début de ma nouvelle phase de théâtre, et là putain mais c'est trop bien en fait le théâtre quoi. Et là il était plus question de faire du foot à l'échauffement, c'était vas-y on fait des trucs, on fait des impros et tout, des exercices, etc. Et c'est là où se crée une petite famille avec des gens que j'apprécie et tout, donc de mon âge hein, forcément, et des gens en plus qui sont pas forcément soit à mon école primaire soit à mon collège, des gens qui viennent de partout. Donc du coup ça te sort aussi du quotidien de l'époque de collégien, qui est pas forcément facile quoi. Et du coup tu te fais d'autres amis, et tu sors du quotidien vraiment, et puis tu apprends vraiment à faire du théâtre, et tu te rends compte aussi que tu deviens un peu bon en plus. Tu vois, tu te dis putain j'apprends vite mes textes, je trouve que quand je parle on m'entend bien, tac, et puis en plus tu as des retours des animateurs aussi. Et donc c'est là où ça prend. Et donc ouais, je sais plus quelle était ta question. Pourquoi le théâtre Eh ben voilà, je suis en train d'expliquer, du coup ça va. Je suis pas hors sujet. Et puis c'est aussi du coup un autre cercle social de gens que tu n'aurais pas rencontré autrement carrément, au quotidien quoi. Carrément. Et aujourd'hui, encore une fois, ma meilleure amie, de toute façon je l'ai rencontrée en 2003 au théâtre, et ça fait du coup 22 ans que ça dure.
toutes ces belles histoires qui durent, c'est beau. Hein. Et t'aimerais bien être connu, toi ? Franchement... Est-ce que la célébrité, que ce soit au théâtre ou ailleurs, hein, c'est quelque chose qui t'attire, c'est quelque chose que... Je pense que c'est compliqué à répondre, mais je pense que ça ne déplairait pas. Je pense que t'as des gens qui vont te dire non directement. Le fait que j'hésite, c'est que ça me déplairait pas. Oui, c'est ça. Après, il y a des... Je me dis, bon, ça peut être sympa, ça peut être sympa qu'on te reconnaisse dans la rue, après sans plus, quoi. Après, le harcèlement, c'est là où ça devient compliqué, quoi. Non, c'est à quel niveau, quoi. Être connu à quel niveau Bah, à mon petit niveau. Vraiment, à mon petit niveau, dans ma petite ville de Somain, où je fais du théâtre. La légende locale. Bah, les gens me reconnaissent. Moi, je sais pas qui c'est. Et déjà à ce niveau-là, parce que les gens me voient, ah, c'était bien ce que vous avez fait il y a 15 jours. Bah, merci. Et voilà, je sais que cette dame était quelque part dans la salle, mais moi je l'ai pas vue. Oui, c'est ça. Mais elle se rappelle de moi. Donc voilà, c'est toujours gratifiant, quoi. Mais voilà, ça s'arrête là. Après, c'est sympa sans plus, quoi. Oui. C'est pas un but, c'est pas quelque chose que tu veux. Non. Mais c'est assez marrant d'échanger avec les gens et de se dire ah bah ils m'ont reconnu, ils ont bien aimé ce que j'ai fait. Et donc ça fait vraiment plaisir, hein, pour le coup. Ouais. C'est pas quelque chose que je pense que le rapport à la célébrité il change beaucoup en fonction des gens, et il y a des gens ça peut leur casser les couilles. Ils peuvent changer les gens aussi. Cette célébrité. Tu peux dire, mais il y a des gens ils peuvent se dire non mais j'ai vraiment pas envie qu'on me reconnaisse. Paradoxalement ils adorent se produire devant d'autres gens, mais c'est malheureusement un peu le revers de la médaille aussi. Tout dépend de l'échelle de la célébrité, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait je pense que ça dépend aussi ce que tu fais, parce que en fonction de ce que tu fais t'auras tel ou tel type de fan. Et tu vois, si tu fais quelque chose d'hyper grand public machin et que tu touches tout le monde, bah forcément tu vas pas toucher que des gens qui correspondent à tes valeurs, qui sont complètement d'accord avec toi, machin, et tout. Sûr. Si tu fais un petit truc à ton humble échelle et que tout ce que tu fais tu le fais en âme et conscience machin, et que t'adhères totalement, je pense que là du coup t'auras moins de fans, mais tu auras que des fans qui te correspondent aussi, et après il faudra gérer cette relation avec les fans, de se dire eux connaissent toute ma vie, moi je ne les connais pas du tout, et il y a beaucoup de youtubeurs qui parlent de ça aussi, où bah toi tu les connais, tu vois leurs réseaux sociaux, tu vois leur famille, tu vois les gens qui côtoient et tout, et tu fais ah j'ai adoré, ou même les stars de ciné, même on reçoit des stars sur le plateau, et moi j'ai toujours du mal avec cette notion d'aller voir les gens ou pour faire une photo ou pour dire ah c'est super ce que vous avez fait là machin, parce que à la fois j'ai ce mini sentiment de fierté personnel de me dire je veux pas être comme tout le monde, je veux pas être le mec chiant qui va les voir, qui fait machin et tout, alors qu'en vrai je suis tout aussi admiratif que plein d'autres gens, mais je sais pas, où je me considère pas assez légitime pour leur dire. Il y a une manière de le faire, et moi je le fais souvent. Je dis pas que j'ai pris une photo avec tous les gens qui sont venus chez nous, mais j'en ai quand même pris beaucoup, donc du coup je l'avoue. Mais c'est particulier aussi que toi t'es pas dans une foule ou quoi, tu vois. Si tu réalises quelque chose en plateau avec la personne, en fait moi je le fais systématiquement, en disant c'est déjà après un échange. J'ai des souvenirs comme ça, récemment Danny Boone, qui est venu chez nous mercredi dernier. Je suis passé quasiment en dernier, quoi, et en fait je l'ai d'abord salué, quoi. Je lui ai fait en fait j'étais en régie, c'était un super échange, j'ai apprécié faire l'émission, etc. Ça vous dérangerait de faire une petite photo pour le souvenir, quoi. Mais c'est pas Dany, photo et puis, tu lui dis rien, quoi, en fait. Et il y a une époque à WEO on recevait des équipes de films très très souvent, et à chaque fois c'était toujours d'abord le fait de dire bon je travaille en régie ou je travaille ici. Il y a souvent des gens qui venaient voir mais qui étaient juste là pour faire leurs photos, quoi. Et ça c'est un peu agaçant, quoi. Et plus la personne était connue, plus il y avait de monde. Et d'ailleurs j'avais cette phrase qui disait tiens il y a du monde aujourd'hui en régie, quoi. Parce que tu vois, tu te dis les gens ils viennent vraiment pour ça, quoi. Après je peux le comprendre, hein, c'est humain. Non mais autant venir voir, tu vois, pour se dire je vois la personne un peu en chair en os, là, voilà, elle est dans la pièce à côté de moi, elle est là, elle est à 10 mètres de moi, alors que tu la vois sur des écrans ou par d'autres biais toute ta vie, oui, mais aller voir la personne et se dire machin, il faut que je fasse une photo pour montrer aux gens que j'ai rencontré ce mec. Aujourd'hui c'est les réseaux sociaux, hein, tu l'as pas vraiment rencontré, quoi. Tu faut faire croisé, exister on existe comme ça, en fait. Toi tu le connais, lui il connaît même pas ton prénom, quoi. Donc sur la photo
toi tu l'as rencontré, c'est cool, toi t'as fait une photo avec lui, mais aujourd'hui, lui il a pas j'ai fait une fait photo ça. avec toi, quoi. Et après, c'est de l'autre côté aussi, on peut se mettre du côté des célébrités aussi, dans un autre sens, où ils se disent, bah ouais, bah en fait, ça fait partie de mon taf. Et Danny Boone, à aucun moment, je l'ai vu être blasé de faire des photos avec tout le monde, quoi. Ouais. Et après, ça dépend. Les gens, moi, j'ai une anecdote d'ailleurs avec une actrice dont je tairai le nom, qui était venue du coup faire aussi une émission. Et elle a eu cette. Alors peut-être qu'elle était pas dans un bon jour, hein, j'en sais rien, mais à l'époque, je mettais les micros des invités. Donc du coup, je m'avance vers elle et sans que je dise rien, elle fait non, pas de photo, mais vraiment avec sa main, pas de photo. Hein. Je fais bonjour, je suis Cyril, déjà. Je travaille ici et je vais vous mettre un micro. Ah! Et là, elle s'est retrouvée vraiment, j'ai vu le désespoir sur sa tête, quoi. Et elle s'est dit, je suis vraiment passé pour une connasse, quoi. C'est ce que j'ai pensé. Mais bon, après, j'ai fait mon taf. Et là, pour le coup, je t'avouerai que j'ai pas fait de photo avec elle, du coup, à la fin. Ouais. J'ai une expérience un peu. Voilà. Alors que ça aurait pu être super drôle que t'ailles la voir à la fin. En mode... C'est ça. Et du coup, maintenant, on peut faire une photo ou toujours pas Et donc, un petit indice, c'est une ancienne Miss Météo de Canal+. Donc voilà, il y a un peu de... Il y a un panel un peu large, mais... pour les gens qui voudront creuser cette anecdote et qui voudront essayer de retrouver la personne. Et ce n'est pas Charlotte Lebon dont je suis absolument fan. Parce que je voudrais... mais là, vous réduisez les champs des possibles. Je voudrais l'enlever. Voilà, son prénom commence par un D. Voilà. Non, je mets juste Charlotte Lebon de côté. Ok. Non mais oui, c'est vrai que moi quand je vois ces célébrités où typiquement Danny Boone où à la fin de son passage tout le monde défile pour faire une photo machin et tout et voilà, il fait des photos à la chaîne et tout et tu souris sur chaque photo et tout. Putain, Après je pense qu'il sait aussi que c'est une journée comme ça. Ouais. Et que à d'autres moments peut-être dans la rue il peut se permettre de refuser. Là aujourd'hui il sait qu'il est venu pour ça, il va y avoir des gens qui sont venus pour lui, il a répondu à leurs questions pendant 1h30. Bon bah voilà, dédicace, photo, ça fait partie du taf. Mais même en le sachant, tu vois, je me dirais, enfin ça fait partie du taf, mais tu vois, je pense pas que la majorité des gens connus soient connus parce qu'ils voulaient devenir connus, tu vois. Ouais. La majorité des gens connus parce qu'ils sont bons ou ils sont talentueux dans ce qu'ils font, machin, et du coup ils sont connus et tout. Si tu veux être connu, ça va pas te déranger de faire des photos, de rencontrer tes fans, machin et tout. Si par contre t'es juste connu parce que hasard, parce que opportunité, tout, machin, ça, tu vois, c'est tellement chiant de se dire c'est ça, t'as de la célébrité éphémère. Je pense par exemple aux gens qui font soit un jeu télé, soit un truc qui sont reconnus dans la rue mais qui n'ont rien fait en fait finalement, à part gagner de l'argent sur un jeu. T'es connu, en fait t'es connu, mais être connu et être reconnu, quoi. Tu vois, petite pensée philosophique. Et peut-être que tu vois, être connu simplement, que les gens te reconnaissent dans la rue, bon ça peut être agréable. Par contre être reconnu et du coup être comme je disais tout à l'heure, harcelé, après je sais pas ce qu'ils vivent, hein, on peut pas se mettre à leur place finalement. Non, mais je pense que c'est propre aussi à chaque personne connue de sa relation avec ses fans. Quand ils sont en vacances, ils doivent mettre des lunettes, des chapeaux, des trucs et tout, mais bon, tu les reconnais quand même en fait. En fait, t'as pas de vie, tu peux pas avoir une vie privée. Tu sacrifies, si tu t'enfermes, quoi. Tu sacrifies un peu ta vie, quoi. Mais bon, après je pense que chaque métier a des inconvénients et ça doit être le plus gros inconvénient de la célébrité. Oui. Non, parce que dans la majorité des métiers quand même, voilà, quand tu quittes ton taf ou quand t'as envie de te balader dans la rue, machin, on t'emmerde pas, quoi. Ouais. Je pense qu'on n'est jamais venu te voir dans la rue ou quoi en vacances pour te dire mais oui, c'est vous le réalisateur là, c'est vous la voix du grand jeu. Ah oui. J'ai reconnu votre voix là. J'ai reconnu votre... mais j'ai pas parlé. Vous m'écoutez? J'ai pas parlé. mais si, c'est vous là. Bah oui, je vous reconnais. Je vous ai bien eu. Vous avez parlé là maintenant. On peut faire une photo avec votre voix? Quoi? Ah oui, non, les discussions sont lunaires. Mais ok. Le sujet suivant en fait découlait de la discussion globalement. C'est parce que juste avant tu parlais de voilà, tes cousins, tes amis et tout qui sont pères, qui viennent un peu prendre leur liberté chez toi, liberté entre guillemets, hein, j'ai dit ça, on rappelle. Est-ce que ça t'arrive de te sentir en décalage au niveau du rythme de vie avec les gens qui ont ton âge aujourd'hui? Parce que c'est un sujet dont on va reparler plus tard, mais voilà, moi j'approche de mes 25 ans, toi t'approches de tes 40 ans. Est-ce que ça t'arrive de te sentir en décalage avec les gens de ta génération autour de toi? Ouais, carrément. Il y a des discussions que je comprends mais que je vis pas, donc d'ailleurs je suis même absent de certains groupes WhatsApp du coup. Et des fois j'ai des informations que je n'ai pas, donc ça m'arrive de me retrouver dans une conversation.
On en a parlé, ça? Ouais, on l'a. Ah bah oui, mais. Non, mais on en mais a en même parlé temps, sur le groupe mercredi après-midi, activité pour mais les c'est ça. enfants. Mais Et c'est du coup, exactement t'as ça. pas. Mais je fais, mais en même temps, j'ai pas envie dans ce groupe-là. Oui. Enfin, sans avoir d'enfants, hein, j'entends. Ouais. Si j'en avais, pourquoi pas. Mais voilà, je sais que je rate pas grand-chose, quoi. Mais donc, du coup, d'être en décalage, oui, forcément, ouais. Bah, après, l'avantage, c'est que, je le disais, quand je vois mes potes. Alors je vois moins du coup leurs copines, puisque quand je vois mes potes, elles sont avec les enfants. À part vraiment quand on a des grosses soirées le samedi pour un anniversaire, je vois tout le monde, et là c'est cool. Mais pour revenir à ce que je disais, oui, mes potes, quand je les vois, eux ils ont envie aussi de s'éclater à ce moment-là. Donc quand je les vois, je sais très bien que c'est un moment où eux ils sont là pas pour rien, quoi. Toi, t'as l'avantage d'être le pote. Quand on vient te voir, c'est normalement, ouais, ça se passe on va bien, passer un bon moment. Ouais, Quoi. c'est ça. C'est un moment où alors après ça commence toujours par dire compliqué en ce moment où voilà. Mais bon, maintenant je suis là et c'est cool. On tire quoi. un peu sur la corde. On se dit mais sûr, regarde, t'as bien 4 heures dans Et ton après, temps. tu peux pas échapper forcément dans les calages, dans les soirées, puisque les pères qui se retrouvent dans mes soirées potes, ils parlent aussi de ça, quoi. Parce que c'est leur vie. Ils font pas une croix sur leur quotidien comme ça, quoi. Mais en même temps, moi ça m'intéresse aussi. Enfin, moi j'ai ma soeur qui a 3 enfants. Je m'intéresse forcément à ce qu'ils font à l'école, etc. Donc je suis pas en mode moi j'ai pas de gosse donc je m'en fous, quoi. Moi aussi je prends des nouvelles des enfants de mes potes et on en parle et ça me dérange pas. Donc je suis en décalage parce que j'ai pas ce ressenti là puisque je n'ai pas d'enfant. Mais pourtant je me sens pas exclu pour autant, quoi. Ouais. Je me sens en décalage mais pas exclu et je suis voilà, ça fait partie de ma vie aussi. Et ça te pèse ou ça te fait chier des fois ou ça m'a jamais pesé. Après avoir des enfants c'est quelque chose que j'ai envie de faire, enfin du coup envie d'avoir, mais c'est pas quelque chose qui me pèse plus que ça, quoi. Ouais, non, moi c'était question. Mais le décalage, pour revenir à ta question, le décalage est quand même présent forcément. Ouais. Mais il n'est pas important, quoi. Et de quoi toi t'aimerais bien avoir des enfants quand même? Ouais, moi je travaille avec des enfants. Enfin, je travaille. J'anime des ateliers. Bonsoir les enfants, question. J'ai un bon relationnel avec les jeunes en général. Après, forcément, les enfants entre 0 et 3 ans, j'en sais rien. J'ai juste l'expérience pas trop, quoi, de mes neveux et nièces. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que, à mon avis, qui vient tout seul quand tu deviens père. Hein, à mon avis, j'ai pas de soucis par rapport à ça. Mais oui, j'ai plutôt un bon relationnel avec les jeunes en général, quoi. Enfin, donc c'est un projet toujours, voilà, c'est... écoute, je lance un appel ce soir. La porte est ouverte. Si quelqu'un a le même projet. Au moment de la diffusion de cet épisode, la Saint-Valentin, c'était hier soir. Ah oui, c'est vrai. Donc c'était hier. Si vous avez été déçus, si vous avez envie de tenter autre chose peut-être, d'essayer, voilà, sachez que... on est là, je mettrai le numéro de téléphone dans la description. Ah oui, très bien. Peut-être qu'au moment de la diffusion de l'épisode, d'ailleurs, cette question sera un peu obsolète. Ah oui, peut-être, parce que tu auras 3 enfants. Déjà. Ça va très vite. Hein. Ici on perd pas de temps. Après, ça dépend aussi si les gens écoutent ce podcast dans assez longtemps aussi. C'est vrai, peut-être. C'est peut-être toi d'ailleurs qui, dans 10 ans, tu réécouteras peut-être cet épisode et tu feras ah là là, qu'est-ce qui s'est passé depuis. C'est fou comme ce podcast a été déclencheur. Ça a été l'événement déclencheur. Faites un podcast, passez sur Sans Prétention. Comme on dit, un avant, un après. C'est le message. Et vous pouvez scanner le petit QR code si vous voulez participer au podcast. Non, mais les gens savent que c'est facile de contacter, de mettre des commentaires sur le podcast et tout. Et ça, je lis tout. N'hésitez pas à réagir. Voilà, petit moment marketing. Ouais, c'est bien, non, mais c'est important. Tu fais les choses bien. Quand j'ai dit que dans l'intro, voilà, les qualités, les trucs, les machins, les métiers, les différentes facettes de ta personnalité, j'ai également dit que tu étais aventurier. Alors j'ai dit aventurier parce que tu es fan de Koh-Lanta ou Pékin Express. Ouais, ça arrive quand même tard dans la description, ça déjà. Aventurier, on commence à s'éloigner un petit peu, mais t'as raison. Il y a quand même un. Si. Tu dis la vérité. C'est fan de Koh-Lanta, fan de Pékin Express. Ouais. Petit trek en Jordanie. Non, c'était au Maroc. Ah putain. En plus, j'ai écrit Jordanie, j'étais en mode, je suis presque sûr. J'étais sûr à 80% alors, que c'était pas Maroc, Mauritanie, donc du coup ça rime un petit peu, tu vois. Ah ok, ouais. Bon, on va dire. Alors, peut-être que c'est ça. Donc tu as fait un trek au Maroc. Voilà, c'est ça. Ça ne sera pas coupé. Et donc voilà, toi tu suis ces aventures, tu as vécu des aventures aussi, des voyages et tout de ton côté. Ouais. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un qui aime l'aventure ?
Au quotidien, dans ta vie, dans tes projets, dans tes voyages, dans tes vacances, est-ce que l'aventure c'est quelque chose qui t'intéresse? Franchement, je vais te décevoir, je pense. Parce que non, je me considère pas Je suis jamais déçu. En fait, je pense que je me projette vachement sur des gens qui font ces émissions en me disant ça serait trop bien et tout. Et ce fameux truc au Maroc m'a fait me rendre compte que j'aime quand même bien mon confort, quoi. Et au final, j'ai kiffé le moment. Alors pour la petite anecdote, c'est ce trek au Maroc, il m'a été offert. C'est pas une décision que j'ai prise. Et parce que les gens pensaient et avaient raison, fans de Koh-Lanta, etc. Et ça peut être un super cadeau, c'était mes 30 ans, du coup. Ouais. Et quand j'ai eu ce cadeau, j'ai fait waouh, top, enfin étonné. Mais je me suis dit, en même temps, je me serais jamais fait offert à moi-même. Oui. Et donc du coup, je me dis, en fait, ouais, c'est l'occasion, trop bien joué. Je vais découvrir quelque chose. Je vais aller vivre cette expérience. Voilà, que je n'aurais jamais fait. Et au final, j'ai rencontré des gens, donc on était une douzaine, je pense, à faire ce stage, donc des inconnus, du coup, pour le coup. Et je me suis dit, en fait, eux, ils sont vraiment à fond, quoi. Ils sont en mode, moi, je vais faire du fait, moi, j'ai le truc. Moi, j'étais en observation. Les trois premiers jours, observation, quoi. Parce que vous étiez un groupe de combien? 12, okay. À peu près, ouais. Avec un animateur, enfin avec un accompagnateur français pour le coup, donc qui venait avec nous, et quelqu'un de là-bas, qui était aussi rattaché à l'organisme qui faisait ça. Et du coup, je me souviens de deux mecs vraiment à fond, quoi. C'était le rêve de leur vie, quoi. Le voyage de leur vie. Et moi, j'étais vraiment en mode c'est cool, mais j'observe. Après, c'était quand même. Toi, t'avais pris 3 t-shirts, un short. Eux, ils avaient un sac à dos complet. Non, mais c'était quoi? Enfin, on avait tous la même chose, puisque c'était. Il y avait un mode d'emploi, quoi. Venez avec ça. Pour le coup, on se changeait jamais, en fait. Ouais. Parce qu'on se lavait pas. Voilà, donc c'était vraiment à la dure. Aventure humaine. À la dure. On avait un litre d'eau par jour. On avait au début du trek, ils nous ont donné 2 tomates, 2 bananes et 2 oranges pour les 6 jours. C'est le seul truc qu'on allait manger. Donc il fallait gérer. Donc les bananes sont parties en premier puisque ça pourrit très vite dans les sacs. Et l'eau, on avait 1 litre par jour, donc ça va, c'est suffisant. Sauf qu'on marchait entre 15 et 20 km par jour dans les déserts rocheux et sableux. Donc ouais, c'est 1 litre d'eau pour boire. 1 litre d'eau, ouais, 1 litre d'eau pour boire seulement. Parce que pour cuisiner et non, alors ça, du coup, on avait des barils et à chaque fois, forcément, c'était bien organisé. À chaque fois qu'on arrivait à un lieu où on allait dormir, il y avait un point d'eau. Ok. Sauf que l'eau, on pouvait pas la boire, ce point d'eau. Parce qu'il fallait la distiller, il fallait mettre des pastilles dedans, etc. On réapprend à savourer notre confort quand on revient d'expérience comme ça. C'est exactement ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu faim une seule fois. Par contre, j'ai soif tout le temps. La soif à en devenir... l'anecdote, c'est que j'ai rêvé de bouteilles de San Pellegrino. qui je sais pas si vous avez l'image, mais qui dansaient ensemble, qui couraient, et je rêvais de ça. Moi, je pense à Tintin dans les BD. C'est exactement ça. Mais j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Je n'ai pas fait d'autres rêves pendant 5 jours. Pendant 5 jours, je n'ai rêvé que de bouteilles d'eau. Et c'est vraiment incroyable. Et je me levais avec la bouche sèche, et en fait quand tu te lèves, t'as soif, tu vas dans ton frigo et tu bois en fait cul sec une bouteille d'eau. Et là non, tu te disais non, si je bois maintenant en fait, parce qu'en fait ta bouteille quand t'arrivais le soir, tu devais la distiller toute la nuit, ouais, pour en avoir le lendemain. Sauf que le matin t'as soif, mais sauf que le matin tu bois pas, parce que tu te dis ce soir j'aurai soif, mais si je bois maintenant à midi j'aurai soif, mais du coup il me restera combien? Et du coup aujourd'hui on va marcher. Un litre c'est pas beaucoup. 1 litre c'est rien. Mais on pouvait pas faire plus. Parce que c'est quoi les recommandations de l'OMS là pour normalement c'est 2 litres par jour, je crois. Ouais. Ah ouais, donc c'est pas. Ouais. Mais en fait on buvait ce qu'on pouvait en fait, parce qu'après t'avais le poids aussi à transporter. Alors moi franchement j'aurais pu porter 6 litres par jour. Franchement je m'en foutais. Moi si je peux boire, mais je pouvais pas parce que j'avais pas prévu le récipient qu'il fallait. Ah oui. Donc un jour ce que j'ai fait, c'est que en fait dans le mode, dans ce qu'il fallait prendre, il fallait prendre une petite gourde métallique, tu sais. Donc du coup c'est 1 litre quoi, voire 75 centilitres d'ailleurs. Et un jour on s'est arrêté dans un petit bled, et en fait j'ai trouvé une bouteille en plastique écrasée, et je l'ai prise en fait, et je l'ai mis et en fait les 2 derniers jours j'avais ma bouteille plus une bouteille remplie en plastique, mais qui était, je sais pas d'où elle venait, hein. Peut-être que c'était un chameau, c'est un chameau qui avait bu dedans, qui avait pissé dedans, mais c'était pas grave. Mais... franchement c'était absolument pas grave, il y a aucun problème, et j'en suis pas mort. Mais 1 litre c'est dur quand même, surtout pour marcher dans le désert. En fait c'est des petites gorgées où tu gardes un peu l'eau dans ta bouche.
Tu fais comme quand tu te brosses les dents, quoi. Tu gargarises l'eau. Et en fait, c'est pas tant l'eau qui doit rentrer dans ton corps, c'est plus la bouche qui est totalement asséchée. Et tu peux juste. Et d'ailleurs, ils nous conseillaient de prendre juste une petite gorgée. Ça sert à rien de boire à grandes eaux parce que ça t'éliminer tout de suite en fait. Donc du coup, il fallait boire. Après, on a eu la chance dans tout ça. Là, je suis en train de dire que c'est un truc de. C'était chiant et tout, mais on a la chance de faire un. On allait chez un agriculteur du coup marocain un jour et il y avait un champ de pastèques et on s'est fait une pastèque, il nous a offert une pastèque et là tu vois ça la pastèque elle est bien c'est un juteuse, super là. moment quoi. Et là j'ai jamais autant apprécié une pastèque et on avait des bédouins aussi qui nous faisaient du thé à la menthe de temps en temps, donc voilà, on était hydratés quand même. Et puis quoi qu'il arrive, les gens savaient aussi, ils avaient aussi, ça on le savait pas, ils avaient des dattes, des fèves et tout etc dans leur sac, mais nous on le savait pas. Et le dernier jour ils ont tout sorti sur le sable, enfin sur un tissu, et on fait putain, vous avez tout ça depuis le début. Et en fait c'est marrant parce qu'il y en a qui avaient très faim. Moi j'ai jamais eu faim. Bon, du coup on a fait le petit apéro à la fin avec des pistaches, des trucs et tout, typiquement. Non mais c'est rigolo. Mais ce serait intéressant de tester l'expérience, de se dire on essaye de vivre avec 1 litre d'eau par jour, juste pour voir. Je pense que dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui boit beaucoup d'eau. J'essaye de me forcer, je pense. Mais j'ai jamais retrouvé cette sensation de soif comme j'ai eu à l'époque. Et c'est parce que même quand tu bois pas beaucoup, tu vois, il suffit que tu ailles te servir un verre d'eau, 25 centilitres, tu vois, tu bois cul sec, c'est ça. T'as déjà bu un quart de ce que t'as pour la journée, quoi. Donc, alors qu'en vrai, non, 1 litre, c'est dur, hein, quand même. Franchement, je pense que je me lève le matin, je me lève une demi-heure avant de partir de chez moi, en une demi-heure, j'ai déjà bu 25 centilitres. Moi, je pense que je bois pas 1 litre d'eau par jour, c'est sûr, aujourd'hui. Non, moi je bois beaucoup, et de bière, alors oui, que je fais pas de. Enfin, on n'a pas une activité non plus physique où il fait pas super chaud, surtout en ce moment. Et pourtant, je bois quand même beaucoup. Mais c'est bien. Parce que psychologiquement aussi, je me dis que ça me fait du bien, parce que s'hydrater, c'est bien, c'est important, ça fait bonne santé, machin et tout. Du coup, c'est vrai que j'ai ma petite gourde au boulot, donc quand en fait, je pense que je bois quand j'ai soif. C'est un problème. Peut-être que vous n'avez Il faudrait pas boire assez quand on n'a pas soif. soif. Non, Et est-ce que du coup tu t'envisages de participer à une émission prochainement Écoute, j'en ai parlé avec une ex-collègue. Alors je sais pas si elle a pris les choses au sérieux. D'ailleurs je la vois juste après ce podcast. Donc je vais mettre carte sur table. Et pendant longtemps j'ai voulu faire Koh-Lanta, mais je me dis que c'est quand même, je me dis que c'est plus compliqué d'être pris à Koh-Lanta qu'à Pékin Express. Parce que je me dis qu'à Pékin Express, si t'as une bonne punchline parce que Pékin Express, le but c'est que ce soit par exemple Cyril et Baptiste, les collègues du Nord, quoi. Et donc trouver une histoire qui attire les producteurs, c'est ça. Je pense que c'est plus simple. Alors qu'à Koh-Lanta, ce que je regrette maintenant, c'est que t'as de moins en moins de gens lambda. Et t'as beaucoup de sportifs, t'as beaucoup de mecs qui font, qui s'entraînent à fond tous les jours. Soit t'as des super sportifs, soit c'est des gens ils veulent se prouver quelque chose eux-mêmes et du coup ils ont un parcours hors du commun. C'est ça. Alors que Pékin Express, je pense qu'il y a encore la moitié des gens. Tu vois que c'est un duo sportif qui va aller loin normalement. Et puis tu as des gens qui sont un peu comme des gens comme toi et moi. Et donc du coup, voilà, je me dis avec cette ancienne collègue, Margot, pour ne pas la citer, je me dis que c'est pour être les ex-collègues et tout. Et j'ai déjà le scénario en tête de me dire qu'elle, pour le coup, elle est super sportive. Et moi, un peu moins d'apparence en tout cas. Et de me dire, moi je vais être le boulet et tout, etc. Sauf que pas du tout. Sauf que je vais être limite plus à fond qu'elle. Mais ça, ils sauront pas. Merde, s'ils écoutent ce podcast, je suis mort. Ils ont vu tout mon on effacera l'épreuve le jour où je me dis que les ex-collègues qui veulent se retrouver dans un truc. Alors, je pense que faire le truc de candidature, j'ai pas le mot. Candidater. Ouais, voilà. Finalement. J'ai pas le mot. Rien que ça peut être déjà très drôle. Tu vois, faire une petite vidéo, faire un truc. Je m'y connais un peu en vidéo. Il faut faire une vidéo pour se présenter. Je t'avouerai, je m'y suis jamais intéressé en fait. Mais le dossier en lui-même, à mon avis, il doit. Après, c'est peut-être en plus. Faire une petite vidéo, ça peut être le petit truc en plus, quoi. Et par exemple, donc là pour Pékin Express, si tu devais postuler à Koh-Lanta, il y a aussi un truc de vidéo. Est-ce que tu connais le process? Koh-Lanta, je l'ai fait plein de fois. Je me suis inscrit plein de fois. Oui, c'était ma question aussi. Est-ce que tu as déjà essayé de tenter quand même en mode ça coûte rien d'essayer, quoi. Koh-Lanta, c'est un dossier.
somme toute super simple, avec nom, prénom, truc, pourquoi voulez-vous faire Koh-Lanta, avez-vous déjà participé à un jeu télé, quel est votre métier. Franchement, c'est vraiment un CV très banal. Et par contre, il demande des photos en maillot de bain. Donc est-ce qu'il ne joue pas sur ce côté, il faut que apparence physique ça compte et tout, etc. Donc maillot en maillot de bain, alors ce qui est assez drôle, photo en maillot de bain, pardon. Ah, c'est rigolo, ça je savais pas que... Est-ce que tu penses que, du coup, si t'es beau, belle, machin, enfin selon les critères de beauté en vigueur, t'as peut-être un avantage, mais est-ce que tu penses pas aussi qu'ils cherchent aussi des profils atypiques en mode... Non, je pense que c'est quand même les profils atypiques, parce que même les gens sportifs et tout, ils ont quand même un truc en plus. Je suis pas en train de dire qu'ils prennent que des mecs, juste... Ça arrive, parce que forcément, ça fait aussi l'audimat, on va pas se mentir. Oui. Mais je pense que c'est pas la qualité première. Ouais, mais la photo en maillot de bain, je pense que c'est aussi pour... j'en sais rien, peut-être que tu peux avoir un truc bizarre qui passe pas la tête, j'en sais rien. Je sais pas. Pourquoi une photo en maillot de bain pour voir... Non, mais parce que tu vois, même avec la pensée collective qui évolue, l'inclusion, machin, on ose tout montrer à la télé, entre guillemets, maintenant. Oui, c'est vrai, t'as raison, la diversité et tout. Un critère, on pourrait se dire, vous êtes père de famille, vous avez un bid à bière, machin, c'est ça qu'on veut montrer, du coup, vous êtes avantagé. Après, dans la sélection. Il y en a toujours, mais le problème de Koh-Lanta, c'est que c'est souvent ceux qui partent en premier, quoi, malheureusement. Ouais. Parce que t'es en équipe et parce que t'as des faiblesses dans l'équipe, tu vires les gens qui tiennent pas la route physiquement mais c'est peut-être pour ça aussi je me dis, est-ce que je serais pas un de ceux qui serait éliminé en premier? Non, il faut être non, parce que ton équipe gagnerait. Ouais, et puis il faut être le super copain dans Koh-Lanta aussi. Je pense que ta qualité de bon copain, le truc peut te permettre de garder loin. Alors si t'es nul en sport et chiant, je pense que le premier conseil où tu vas, malheureusement, ciao. Tu seras pas pris. Même la prod, elle fera genre non, mais venez pas. Franchement, ça sert à rien. Tu vas sauter du bateau ou de l'hélicoptère en arrivant et tu vas pas réussir à atteindre la plage. Là, les gens vont faire c'est ça. Vous étiez 24 il y a 2 heures et puis vous êtes que 23 parce que Cyril n'a pas réussi à rejoindre la plage à la nage. Au revoir Cyril. Et on le remercie. Du coup, pas de conseils. Allez. Il y a des gens qui ont réussi à faire Koh-Lanta qui ne savaient pas nager. Donc pour le coup, ils prennent. C'est vrai. Ils prennent un large panel de gens quand même. À l'époque, peut-être qu'aujourd'hui ça a changé. Je suis plus assez Koh-Lanta pour ça. Est-ce que tu penses que toi t'irais loin dans Koh-Lanta? Si t'étais pris, genre. Allez, dans une semaine, l'aventure démarre, tu pars pour 40 jours, je pense que je l'espérerais. Après, Koh-Lanta, c'est une des rares émissions où je pense que le meilleur peut être éliminé en premier. Parce que son équipe l'aime pas, parce qu'il se dit, lui il est trop fort. Mais justement, est-ce que toi tu penses que t'arriverais à faire quelque chose? Genre, en supposant que tu maîtrises la situation, tu vois, parce qu'on maîtrise pas les gens, machin et tout, mais en supposant que tu y ailles avec un plan, une strat, machin et tout. Est-ce que tu penses que tu arriverais à performer et à aller, je pense que au moins jusqu'à la réunification, on va dire. Encore une fois, j'espérerais, comme je te dis, mais je pense que je peux arriver à la réunification. Parce que je me dis, déjà, les mecs font plus loin que les filles, malheureusement. Parce que c'est souvent les filles, les cartouches. Au début, malheureusement aussi. Je me dirais aussi que je vais pas être le leader du groupe parce que pas le plus fort physiquement, pas le plus sportif, etc. Donc je pense que je serai le 2e, voire 3e en suiveur, etc. Je serai le bon copain, mais par contre je ne léserai pas les filles. Parce que les filles, il faut toujours être avec elles parce qu'elles finissent toujours par se retourner dans Koh-Lanta contre les mecs. Donc du coup, je serai un petit peu le poisson, mais pas forcément. Faut faire gaffe parce qu'après les mecs ils se rendent compte aussi, ils peuvent te jarter. Mais mon talent, comme je dirais, de comédien m'aiderait, je pense. La stratégie, ouais. Je pense que la stratégie est très importante, mais la stratégie masquée. Faut pas affirmer. Oui, non, faut les pas mecs qui, à la première émission, disent non, mais moi je suis stratège. Non. Là, t'es pas stratège, par exemple. Tu n'es pas stratège en disant que tu es stratège. Donc, ta gueule. Mais non, parce que moi j'ai déjà réfléchi et je pense que je kifferais participer à Koh-Lanta, mais je pense que je me ferais dégager très très vite. Parce que je déteste mentir aux gens, ou alors je ne sais pas le faire. Donc, stratégiquement parlant, Koh-Lanta, t'es obligé. Pas pratique, comme coéquipier. Ouais. Et il y a forcément un côté d'hypocrisie, machin, de stratégie et tout. Et je pense que je serais trop nul pour cacher ce que je ressens vraiment. C'est le problème d'éliminer des gens à travers du relationnel, en fait. Parce que la plupart du temps, c'est ce qui arrive. Alors, physique aussi au début. Mais la plupart du temps, c'est non, mais moi, je suis désolé, je t'élimine toi parce que l'autre, je peux pas, quoi. En fait, sur les premiers jours, tu fais physique parce que tu connais pas les gens. Je connais pas les gens.
Et du après coup, c'est tu te dis, affinité. bah, c'est à cause de toi qu'on n'a pas tiré ce truc-là assez fort, qu'on n'a pas Tant que c'est grimpé ça, factuel, après la personne l'accepte en général. Ouais. Et après, t'arrives en mode en relationnel et je sais pas, en fait, soit je me dirais, bah, je veux vraiment devenir pote avec ces gens-là et du coup, bah, je veux qu'on devienne pote aujourd'hui et je serais vraiment trop dans l'affect, machin, mes premiers degrés, genre sans arrière-pensée et j'arriverais pas à faire semblant non plus. Me dire genre, bah, si je t'aime pas et je vais pas me dire, non, mais si on est potes, Moi, je me viens, dis, on va voter contre lui et tout. je me dis en regardant Koh-Lanta que je me dis à chaque fois, mais elle est bête, pourquoi elle lui dit ça en face? Et je pense que je serais de ceux qui ne pourraient pas faire sans, quoi. Ouais. Donc du coup, je lui jette la pierre alors que je sais très bien que surtout avec la faim, surtout que la fatigue et tout, t'es obligé d'être toi-même en fait. Et si t'es de base comme ça, bah ça risque de fighter avec des gens que t'aimes pas, quoi. Mais parce que c'est la magie de la télé aussi, c'est que nous on voit tout. Et donc des fois on est en mode, mais il est complètement con, pourquoi il dit ça et tout. Mais lui, dans son petit quotidien sur son île déserte, c'est un tout petit truc. Il sait pas du tout ce que machin pense vraiment. Après, ce que je l'attribuer, quoi. L'avantage de ça, c'est que il y a que les téléspectateurs qui voient le montage. Il y a pas de gens qui votent par SMS. Donc du coup, le ressenti du camp, finalement, ils l'ont en temps réel. C'est pas un montage qui les influence. Donc c'est l'avantage. Mais c'est vrai que pour revenir à ça, non, mais des fois, t'as quand même des gens qui témoignent fausse cam et qui, pendant l'émission, du coup, disent bah là, ça se passe super bien et tout, machin. Et toi, t'es là, mais t'as écouté ce qu'il a dit l'autre, les 2 secondes là? Bah non, c'était dans le montage, il est venu témoigner à l'autre bout de l'île tout seul. Non, bien sûr qu'il est pas au courant qu'ils sont en train de faire un plan contre lui. Donc, Ouais, tout ça pour dire que Koh-Lanta, il y a un côté très stratégique d'élimination. Qui a moins dans Pékin Express, parce que en général Pékin Express, ceux qui partent, c'est ceux qui n'ont pas réussi, quoi. Alors il se peut que les plus méritants partent parce qu'ils ont eu un jour sans, mais par contre il n'y a jamais personne qui élimine quelqu'un d'autre, quoi. Tu peux juste choisir. Dans Pékin Express, tu choisis qui tu affrontes si tu es dernier, donc t'as un peu de stratégie quand même, mais il te reste quand même une chance physiquement de l'emporter, quoi. Donc du coup c'est ça que j'aime bien aussi, et c'est beaucoup plus humain. Tu sens aussi que dans Pékin Express, les binômes ils vivent la même chose en même temps, quoi. Et en fait ça se tire pas dans les pattes parce que ils vivent tous un rêve de, alors que Koh-Lanta c'est très individualiste, je trouve. C'est tu le fais pour toi, quoi. Donc mais bon, c'est différent. Il y a des gens quand même qui après sont là au bout en mode, non mais on va partager, viens on y va tous les deux et on fait 50-50. Je pense que légalement maintenant ils signent des trucs en mode t'as pas le droit de partager, enfin tu fais ce que tu veux avec ton argent, mais t'as pas le droit c'est interdit de partager avec un autre candidat, je pense, un truc comme ça. Tu fais une promesse, aujourd'hui il n'y a plus de promesses, de toute façon. Les gens n'ont aucune parole aujourd'hui. Voilà, on dénonce aujourd'hui, sans prétention. Et si tu faisais Pékin Express, donc avec Margot, tu penses que tu t'embrouillerais pas avec? Franchement, est-ce que tu penses que t'es facile à vivre et qu'au quotidien, même sous le stress de l'aventure, de machin et tout, alors je peux jamais dire 100% non, mais je pense qu'on se connaît tellement bien, on rigole tellement bien que après ça peut être un test, ça peut être un test, t'as raison. Est-ce que toi tu te prends la tête beaucoup avec des gens ou pas? Ouais, ça peut m'arriver. Et que ça dure, genre tu peux t'engueuler avec des gens et que ça soit un peu... Moi en fait je suis pas dans le fight, j'ai plutôt tendance à se dire ok d'accord, allez vas-y ce soir c'est bon, ciao, et puis voilà, le lendemain j'envoie un message mais par contre je vais pas aller dire à la personne non mais t'as vu ce que tu fais là, tu vois, c'est plus voilà, je me rends compte d'un comportement et c'est bon, et du coup je vais pas lui dire, mais par contre tu me vois plus, quoi. Mais du coup, est-ce que justement t'arrives à passer outre après oui. Est-ce qu'il y a de la confrontation? Est-ce que en général, ça ne t'atteint pas? Non, en général, je pense que je fais pas de la confrontation directe. J'ai plutôt tendance à dire tout ce que je pense, mais à plein de gens, du coup. Et du coup, on comprend très bien ce qui se passe. Mais je vais pas aller dans le... Voilà. Je dis ce qui se passe, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, quoi. Mais en général, je suis plutôt bon copain, je suis plutôt voilà. J'ai pas trop de conflits, je pense, dans ma vie, en règle générale. Et on embrasse tous les gens qui sont en embrouille avec Cyril aujourd'hui. C'est pas grave, le moment de l'appeler. Ils n'écouteront pas le... Ouais, après, si à un moment je suis en embrouille avec quelqu'un et que j'ai oublié, n'hésitez pas à m'appeler. Pas de problème, on ira boire un verre ensemble. Car mon numéro est le 06. Appelez-moi. Et donc dans toutes ces aventures, et l'aventure de l'amour, t'as pas envie de la tester?
Ouais, j'ai bossé un peu cette transition. Ouais, putain, l'aventure de l'amour. Ouais, putain, ouais. Mais carrément. L'émission est préparée. Alors, non, là, parce que du coup, aujourd'hui, bon, voilà, tu vis seul, donc tu es célibataire, machin. C'est quoi ton regard sur l'amour, les relations amoureuses? Est-ce que tu cherches une meuf au quotidien? Est-ce que tu es sur des applis de rencontres? Est-ce que voilà, c'est quoi ton mood, ton état d'esprit global sur le sujet? Je suis sur des applis de rencontres, mais je pense pas que ce soit au final fait pour moi, parce que je me rends compte que je me rencontre. Je me rencontre moi-même tous les jours. C'est pas que ça marche pas, parce que j'ai déjà rencontré des filles et tout, mais du coup des filles avec qui ça n'a pas marché, parce que moi, pour revenir à l'amour, je suis tombé beaucoup amoureux dans ma vie, je pense. Peut-être que je tombe trop facilement amoureux. Mais ça a toujours été des rencontres normales. Ouais. Donc je me dis que c'est ça qui marche avec moi, en fait. C'est que t'as rencontré les gens ouais. Au quotidien, dans ta vie, dans ça a été soit dans les études, soit au théâtre, soit soit dans des amis, voilà. Ça a toujours été des relations vraies. Qui ont commencé d'ailleurs par souvent des relations d'amitié qui se sont transformées en amour. Mais par contre, depuis que je suis sur des applis, ça n'a jamais marché. J'ai eu des petits trucs, mais les applis m'ont jamais apporté de trucs vrais, quoi. Enfin, trucs qui ont duré en tout cas. Donc du coup, je me dis, voilà. Après, les applis, ça permet de passer un peu le temps, ouais. de se dire. Ça m'est déjà arrivé de discuter avec des filles sans les rencontrer. Mais est-ce que tu cherches une meuf, une femme, une copine aujourd'hui ou... Oui. Après, c'est pas un but ultime non plus. Mais oui, forcément, ouais. Sur mon temps libre, c'est quelque chose que... c'est une activité à temps plein. Je trie des CV, je fais des cartes très lourdes. Les candidatures sont énormes. Ouais, c'est peut-être que je suis passé déjà à côté parce que j'ai pas vu en dessous de la pile, quoi. On rappelle le numéro de téléphone. Ouais, c'est ça. Toujours. Non mais parce que tu vis très bien la solitude au quotidien, machin. Enfin, c'est pas quelque chose qui te pèse et tout, voilà. Mais est-ce que pour autant, du coup, j'imagine que si tu as envie d'avoir des enfants, c'est quand même une étape un peu nécessaire, on va dire, au processus. Il y a un lien, normalement, ouais. Mais pas que, après. Hein, oui, non, il y a d'autres moyens. Mais c'est par cette voie-là que je veux passer. Je te confirme. Mais du coup, et du coup, t'aimerais bien être en couple aujourd'hui, quoi. Ah oui, carrément. Bon, ça fait des années, hein. C'est paradoxal parce que je vis, comme je te le disais, je vis bien la solitude parce que je m'y suis habitué aussi. Ouais. Et du coup, est-ce qu'en étant en couple, je me pose la question aussi, est-ce qu'en étant en couple, je me dis pas, purée, ça fait vraiment trop longtemps que je suis tout seul. En tout cas, officiellement, quoi. Enfin, il y a des petits trucs, quoi. Bon, bref. Je me dis, est-ce que je vais apprécier, ça va pas me manquer ces moments où je suis vraiment tout le temps tout seul, quoi. Ouais, ça. Il y a ce risque là aussi de se dire parce que ça fait, ouais, comme je te le dis, j'ai déjà vécu en couple, hein, d'ailleurs dans cet appart là, hein, dans l'appart où je suis actuellement, et là je me dis, oh purée, c'est aussi des inconvénients, hein, la vie de couple, mais en même temps c'est ce à quoi j'aspire quand même. Je suis très paradoxal comme garçon. Je suis quelqu'un de très paradoxal. Donc voilà, officiellement non, je pense que oui, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Je veux être en couple, la solitude me pèse. J'en reviens. On oublie tout, voilà. Là, on oublie tout ce qui s'est dit dans cette discussion. Mais non, mais du coup, tu serais prêt à changer des choses dans ton mode de vie? Est-ce que tu serais prêt à faire de la place dans ton mode de vie, du coup, pour quelqu'un? Oui. C'est pas un test, hein. J'ai pas quelqu'un derrière la porte qui attend de... C'est vrai. C'est pas tourné manège. Et c'est la bonne bravo. Et je vous présente Nathalie. Je pense pas qu'il faille qu'on change pour quelqu'un, ça j'y crois pas trop, mais par contre oui, c'est des concessions. Non mais oui, c'est pas je te demande pas de changer de vie pour quelqu'un, parce que si tu rencontres quelqu'un et que ça se passe bien, machin, c'est parce que ton mode de vie sera compatible avec le sien aussi, machin. Mais c'est forcément des changements, des concessions, voilà, pour que ça fonctionne et pour que tout le monde soit content. Et toi, tu te verrais ou tu te projettes aussi sur ce genre de changement? C'est quelque chose que tu préfères? Parce que moi je te dis ça parce que je sais que des fois je fais des trucs dans ma vie et je suis en mode
putain, mais si j'avais une meuf, ouais, mais ça après ça serait super chiant pour elle, ou enfin, ou je me vois pas changer pour quelqu'un. Est-ce que si j'avais quelqu'un, je serais en train de te parler là maintenant? Ouais, peut-être. Oui, parce que je passe un bon moment, parce que je l'aurais fait. Un moment, c'est hyper important. Bah, bien sûr. Et puis on le fait, c'est coché dans ma vie, quoi. Je devais faire un podcast sans prétention avec Baptiste. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Après, tu fais toujours des constructions dans le couple, et j'en ai fait, puisque j'ai connu la vie de couple, donc voilà. Mais j'ai toujours vécu avec des filles qui partageaient quand même souvent la même passion que moi, notamment le théâtre, tu vois. Donc du coup, mon quotidien était aussi le sien. Ouais. Donc j'ai pas... voilà. De toute façon, c'est comme ça aussi que ça marche. Vous avez des points communs, il y a des choses qui vous rapprochent. Oui, c'est ça. En fait, très honnêtement, les concessions que tu fais, que moi en tout cas j'ai fait personnellement, ça a été de regarder un film plutôt qu'un match de foot, quoi. Ça s'arrêtait là. Ou aller au cinéma plutôt que... Donc voilà, très honnêtement, tranquille comme concession, quoi. Oui. Il y a pas de... Ça va, j'ai survécu à cette épreuve et je suis prêt à recommencer si besoin. Mais... Ça devrait aller, quoi. Avec le Noël du 25 décembre, ça va, quoi. Ça va. Et le dimanche, le repas du dimanche. Voilà. Je suis prêt à faire cet effort. C'est ça. Je survivrai dans mon mode de vie. Donc. Mais non, ok, non, c'est intéressant. Et est-ce que tu penses que ça... Attends, parce que je veux bien poser ma question. Est-ce que ça impacterait ton niveau de bonheur dans ta vie en général d'avoir quelqu'un dans ta vie? Je pense que ça l'amplifierait fois 1000. Okay. Parce que je pense que si des fois je suis... Tu peux le constater, si des fois je suis un peu aigri, un peu pas en forme, pas un truc et tout, c'est peut-être parce que aussi dans ma vie, je me dis putain le taf et tout fait chier, ça se passe pas bien et tout. Et peut-être que si j'avais ce bonheur en rentrant à la maison, même si je suis heureux, quand je suis heureux, attention, mais si j'avais si j'avais ce petit truc en plus, dédicace à Artus, et peut-être que dans la vie de tous les jours je serais plus cool. Dans le sens où je serais tout le temps en tout cas plus cool, et après j'aurais peut-être d'autres problèmes. Oui. Donc c'est un parti pris. Mais je me suis déjà posé la question, c'est marrant que tu poses cette question. Je pense que peut-être le fait de te dire que tiens, ce soir je retrouve celle avec qui je suis, ça te fait passer peut-être une meilleure journée. Voilà. Non, parce que je sais que moi j'ai pas envie que mon niveau de bonheur dépende de ça. Je suis d'accord. Genre en étant célibataire, je me dis, j'ai pas envie de me dire je serais plus heureux si j'avais une meuf. Mais paradoxalement, ça serait quand même cool. Oui. Mais du coup, t'essaies d'accepter ce truc en mode oui, je suis seul au quotidien et je suis très bien. Et mais ce serait du coup réussir à classer ce truc, ce fait d'être en couple, d'être avec quelqu'un, que ça se passe bien, machin et tout, de laisser dans la catégorie en mode bonus dans la vie. Ouais. Genre dire tu peux être à 100% de bonheur seul, et après tu peux être à 110, à 120. Tu peux pas savoir ce qui est le mieux, et il y a forcément des moments de moins aussi quand t'es en couple, et heureusement d'ailleurs, heureusement dans le sens où pour les célibataires, j'entends. Mais voilà, je pense que chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Mais bon, c'est quand même sympa, je pense, de partager ton quotidien avec quelqu'un. Et on posera la question à toutes les personnes en couple sur ce podcast. Et qu'il laisseront des messages. Voilà, on n'oublie pas la Saint-Valentin hier, on espère que ça s'est bien passé. L'amour de 3 ans, on n'oublie pas aussi. Écoute Cyril, merci pour toutes ces discussions. On se dirige tranquillement vers la fin de ce podcast. Donc j'ai esquissé rapidement le sujet plus tôt dans la discussion, mais moi j'approche dangereusement de mes 25 ans. Et, dans un mois, je crois. Dans un mois au moment où on enregistre. Dans un mois au moment où on enregistre. Et toi, tu te rapproches de tes 40 ans. Ouais. Je me rapproche de mes 38 ans d'abord. Oui, c'est par extension, je veux pas dire... voilà. Ouais, mais bon, quand même. Donc, quand je diffuse ce podcast, tu auras 40 ans psychologiquement. Non, mais voilà, c'est des caps de vie, de machin. Je pourrais dire, je me rapproche de mes 30 ans aussi. Voilà, on se rapproche tous de la mort aussi. Allez, super, fin de tournage. Et puis, on va tous se suicider. Super. Mais non, mais voilà, moi, je me rapproche de mes 25 ans. Et je sais que c'est psychologiquement, en tout cas, un cap important où voilà, je me remets en question, je vois où j'en suis dans ma vie, machin et tout. Je sais que le cap des 30 ans, c'est un gros cap aussi pour beaucoup de monde. Je sais que le cap des 40, la fameuse crise de la quarantaine, des trucs comme ça, des notions assez répandues. Comment toi, tu te sens, comment tu vieillir, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, est-ce que ça te fait chier, Non, ça me fait pas peur, moi j'ai l'impression que ça fait j'ai l'impression que j'ai toujours 20 ans quoi en fait.
Parce que mon mode de vie, après forcément j'ai des responsabilités au travail, quand je vois des petits stagiaires arriver, même toi qui est embauché après, forcément je vois qu'il y a des plus jeunes maintenant, mais tant que mon état d'esprit est le même état d'esprit que j'ai depuis 15-20 ans, d'accord, ça évolue, hein, les chiffres tournent de mon âge, mais je pense que je suis toujours jeune dans ma tête, jeune dans mon corps, et voilà quoi. Je pense qu'il y a très peu de gens qui me vieillissent quand ils savent à mon âge, quoi. Donc c'est déjà un avantage, ça j'aime bien. Parce que aussi je pense que j'ai toujours la vie d'un jeune adulte, donc du coup voilà quoi. C'est marrant parce que c'est vrai que quand tu dis 40 ans, je pense j'ai un souvenir des 40 ans de mon père. Je veux pas te mettre un coup de pression, mais j'ai un souvenir des 40 ans de mon père, et en fait après c'est notre génération, hein. Forcément mon père il m'a eu à quel âge? Mon père il m'a eu à 26 ans, donc j'avais déjà une quinzaine d'années quand il y a eu 40 ans. Donc tu vois, mon père à mon âge, il y avait déjà 2 enfants de 13 et 15 ans quoi. Donc pas du tout la même vie en fait, et c'est pas comparable, mais c'est aussi une question d'époque. Donc non, pour répondre à ta question assez rapidement, les 40 ans ne m'effraient absolument pas, parce que je sais que j'ai plein de monde autour de moi qui les ont aussi, et qu'on a à peu près le même train de vie, et qu'on se voit toujours autant. Enfin, ça change pas en tout cas, ça change pas la personne que je suis, et c'est juste une évolution normale. Et donc vieillir, même en règle générale, c'est pas... Non. Enfin vieillir, voir les années passées, fêter ton anniversaire. T'aimes bien fêter ton anniversaire? Alors, je suis pas un grand fan du 12 juin. Du coup je préfère le 14, parce que le 13 je suis en gueule de bois, donc non en fait je suis pas un grand fan, alors pas parce que je prends un an de plus, je me dis que en fait c'est une journée où je suis pas trop fan en fait des gens qui te souhaitent ton anniversaire et qui te parlent une fois par an. Donc ça déjà je sais que cette journée là, je me dis que normalement ton anniversaire c'est la journée la plus importante de ton année, alors que non, c'est pas du tout ce que je pense. Je pense qu'elle est pas loin d'être la dernière. C'est ça, c'est fêter le jour où tu es arrivé sur Terre. En mode, si on fait une soirée avec des potes, c'est une belle journée, mais il n'y a pas besoin que ce soit mon anniversaire pour ça. En fait, c'est marrant, c'est que j'ai tendance à plus retenir les gens qui m'oublient que les gens qui me le souhaitent. Et alors c'est complètement con, parce que vous aviez oublié l'anniversaire de Cyril en 2024. Comme tu dois le savoir, j'ai un problème avec les dates d'anniversaire, je suis un Rain Man là-dessus, et du coup je me dis c'est pas possible que les gens oublient que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu vois, et du coup j'ai ce petit truc de me dire, pour la petite anecdote d'ailleurs, j'ai passé mon bac le jour de mes 19 ans, mon bac philo, et est-ce que ça t'a inspiré? Et non, j'ai eu 8, donc ça va. C'est plutôt une très bonne note en philo pour moi. Ah oui, ok. Et en fait, ce matin-là, personne m'a souhaité mon anniversaire, mais ce que je peux comprendre, hein, pour le coup. Les gens pensaient à autre chose, quoi. Et oui, légèrement. Sachant que c'était la première épreuve, donc bon, voilà, quoi. Un peu stressé, un lundi matin, tu vois. Enfin, pas l'anniversaire le plus ouf de ma vie. et en fait, au-delà de mes parents et de ma sœur, la première personne qui m'a souhaité mon anniversaire ce jour-là, c'est l'examinatrice qui passait dans les rangs et qui a vu que j'ai écrit ma date de naissance sur ma copie. Elle a fait « Ah, bon anniversaire !» Et là, je fais merci madame. Toute la salle s'est arrêtée de réfléchir et ça fait bon anniversaire, hein. Et en fait, midi, fin de l'épreuve, là, tous mes potes, putain, quand j'ai écrit la date et tout, ça c'est ton anniversaire et tout. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Mais bon, pour revenir à tout ça, mon anniversaire, je suis pas super fan parce que peut-être des fois je me sens obligé de me dire du coup je vais faire quoi en fait? Est-ce que j'invite mes potes? Est-ce qu'on se voit dans un bar? Est-ce que je vais pas les faire chier parce qu'ils sont pas là, tu vois? Et en fait je me dis, est-ce que les gens est-ce que moi déjà je le fais? Est-ce que je coche cette date dans mon calendrier? Et je me dis, ce jour-là je suis là pour mon pote en fait. Et je me dis, est-ce que je le fais pour tous mes potes? Enfin tu vois, et du coup je me dis, est-ce que à leur place, purée, merde, il faut que je garde ma soirée parce que peut-être que Cyril va faire quelque chose ou peut-être qu'il va rien faire, enfin j'en sais rien. Et donc du coup voilà, donc c'est plus une journée qui, alors j'irais pas jusque dire m'angoisse, mais qui me fait me dire purée, donc là aujourd'hui il faut faire ça quoi. Mais en fait il faudrait que le truc ce soit genre quand ton anniversaire arrive, toi en sachant que c'est ton anniversaire, tu bloques la date et c'est les gens qui te connaissent qui doivent te proposer quelque chose ce jour-là. J'ai jamais eu d'anniversaire surprise, par exemple. C'est quelque chose qui vous manque au quotidien? Mais je le dis là aujourd'hui, on m'a jamais fait une surprise d'anniversaire, tu vois, mais en même temps c'est très compliqué parce que je sais quel jour c'est. Et d'ailleurs petite transition, mes 40 ans c'est un samedi. Ouais, je suis un petit peu toqué. Voilà, pas de pression, hein. Mais mes 40 ans, mais en même temps j'ai déjà prévu ce que j'allais faire. Donc du coup faites rien parce que c'est fait. La salle est réservée, donc mes 40 ans tombent un samedi.
Et ça, c'est prévu par contre. Après, voilà, les années entre deux, j'ai pas trop de. Non, oui, mais c'est dur de programmer une surprise d'anniversaire parce qu'il faut soit la faire à l'avance ou en décalé. Après, mais du coup, si tu le fais après, tu perds un peu le truc de. J'ai fait mes 30 ans en avance. Parce que j'ai un pote qui est du 3 juin, donc 9 jours avant moi. Et du coup, ça tombait le samedi 3 juin. Donc il a fait ses 30 ans ce jour-là et on l'a fait ensemble. Ouais. Donc bon, j'étais. Alors que vous auriez pu faire genre le 10, comme ça, mi-chemin, voilà, une semaine après. C'est vrai. J'avais encore 29 ans du coup. Et lui, il avait 30 ans. Donc j'étais la star de la soirée. Alors pour la petite anecdote, je te salue d'ailleurs Jérémy. Peut-être que je ferai mes 40 ans avec lui le 12 juin, ça serait marrant, la boucle serait bouclée 10 ans après. Peut-être que ça t'a aidé à toi justement passer tes 30 ans, genre tout le monde t'a dit bon anniversaire, t'as dit je m'en branle, j'ai 29 ans. C'est assez marrant parce que du coup mes 30 ans officiels, je pense que j'ai rien fait le jour de mes 30 ans officiellement, tu vois. Ouais. Peut-être que j'en sais rien en fait. Peut-être que j'ai bu un verre après le boulot. Est-ce que je travaillais d'ailleurs à l'époque ? Oui, 30 ans, je travaillais. Est-ce que j'ai pas pris un jour de congé ? Non, je sais plus. J'ai dû faire un petit truc, mais la fête était déjà passée. Et du coup, peut-être que mes 30 ans, je les ai appréciés parce que j'avais pas ce truc de me dire ah purée, il faut faire quelque chose. Peut-être en mode non, c'est fait. En fait, c'est fait. Moi, j'ai un peu ce truc là pour les 25 ans de. En fait, j'avais une partie de moi qui était en mode je ne veux pas vivre cette journée, donc je veux disparaître. Je ne veux pas exister le jour de mes 25 ans. Et voilà, on saute le jour, hop, direct, c'est machin, on en parle plus. Et c'est rien passé. Et une partie de moi qui a quand même envie de faire la fête avec les potes et tout, et machin. Et donc d'organiser un truc pour marquer le coup et tout. Et là, je m'intéresse un peu à l'orga de cet événement et je sais pas encore précisément ce que je vais faire et tout, mais ouais, en fait, c'est surtout comme c'est une date qui. Enfin, surtout psychologiquement, parce que physiquement il se passe pas grand chose ce jour-là, mais que psychologiquement tu te dis c'est une occasion, c'est une bonne occasion, c'est une opportunité à saisir. La journée est tout indiquée pour faire la fête, venez on fait un truc quoi. Mais après c'est toujours compliqué quand par exemple ton anniversaire tombe en semaine, t'as ta journée de taf, voilà. Le jour aussi, enfin ça dépend du week-end, ça dépend de plein de choses quoi. Non mais c'est ça, et puis même tu vois, tu dis ok cette soirée là ou cet événement là, j'ai envie qu'il y ait un max de potes qui soient là et qu'on fasse un super truc et tout. Chacun a une vie et autant les gens peuvent bloquer genre le jour J en mode si jamais il fait un truc au moins voilà, oui, c'est dans l'inconscient sauf si ça tombe un lundi et que t'as pas envie d'aller boire un verre le lundi machin, des fois tu proposes le samedi, les gens sont pas dispo, tu proposes après, les gens sont pas dispo et t'es en mode c'est pas grave, on se sait, on se rappelle. Et... En fait, c'est la bonne occasion, quoi, l'anniversaire. Ça donne une occasion de sortir. Mais ça revient à la célébrité. Enfin, c'est un petit peu je vois pas trop le lien. Un grand écart. Non, dans le sens où on te célèbre, finalement. Et donc, du coup, les gens qui ont du mal à être... Moi, je sais que mon cousin, par exemple, il aime pas du tout faire son anniversaire parce qu'il veut pas être le centre d'intérêt, le centre d'attention de tout le monde. Et donc, du coup, il fait très rarement son anniversaire. Et moi, je lui dis, mais écoute, certes, c'est ton anniversaire, mais par contre, t'as plein de gens. Et moi, on te met pas un sniper sur ta tête, quoi. Tu parles un anniversaire, tu parles avec plein de gens dont c'est pas l'anniversaire, en fait. Mais tu parles forcément avec la personne pour le passer le voir, dire bon anniversaire, machin et tout, c'est trop cool, machin, mais c'est une réunion de personnes en fait au final. Et souvent de toute façon la personne qui fête son anniversaire, c'est la personne qui passe le moins de temps avec chaque personne. Elle passe du temps avec tout le monde, c'est ça qui est horrible. Elle passe le moins de temps avec chaque personne. Moi j'adore les anniversaires des copains en fait, parce que je sais que j'ai passé une bonne soirée avec mes copains. Oui, c'est ça. Mais pas t'as raison, la personne qui fête son anniversaire, la personne qui fait ça chez elle, qui doit gérer les cakes, les trucs, les pizzas qui chauffent, et en fait tu la vois pas. C'est bon, t'es servi, tu veux boire quelque chose ? Vous vous servez maintenant ? Ouais, t'inquiète. Et en fait, tu la vois en couvent, t'as raison. Dans ces soirées-là, faut rester tard. Quand ça commence à se vider, il y a moins de monde et tout, la personne se pose un peu. C'est ça. Et voilà. Après, le problème de rester tard, c'est que tu aides à ranger. Donc, mais il faut juger. Il faut trouver les 5 derniers, quoi. Voilà, si tu parles dans les 5 derniers, mais le 5e, parce que les 4 derniers, ils rangent. Les 4 derniers, ils sont morts. Après, moi, j'ai tendance à être souvent le dernier qui part, donc. Mais à pas ranger quand même. Rapport au fait que je dors pas. Rapport au fait que je suis fatigué, donc.
Non, mais écoute, merci Cyril pour cette belle discussion. Merci Baptiste, c'était cool. On approche gentiment de l'heure et demie de discussion. Wow, le timing est propre. Un peu cette tradition dans Sans Prétention. Est-ce que t'as un dernier mot, un dernier message à faire passer, voilà, quelque chose que ça peut être nul, hein, ça peut être une citation nulle, une référence, un truc. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as envie de dire, voilà. C'est marrant, mais tout à l'heure ça m'a traversé l'esprit parce que j'aime beaucoup cette citation et c'est par rapport au théâtre. On disait que jouer des rôles, etc., c'est un peu sortir de la vie, et au théâtre normalement tout se passe bien puisque tu joues un rôle, donc du coup tu sors forcément de ton quotidien. Et il y a une citation, alors le problème c'est que je ne sais plus qui l'a dit, mais je connais la citation. Et en fait c'est: le théâtre c'est la vie avec les moments d'ennui en moins. Voilà. Oh là là. Et on ne saura pas qui a fait cette citation du coup. Eh ben cherchez, auditeurs de Sans Prétention, cherchez cette citation. Si vous êtes sur votre téléphone, vous avez. Parce que c'est typiquement mot pour mot ça. Donc le théâtre c'est la vie avec les moments d'ennui en moins. Et je viens de retrouver, je crois que c'est peut-être Woody Allen. J'espère que les gens ont checké entre deux et comme ça peut te dire. On regardera quand on aura coupé. Mais je crois que c'est ça. Mais est-ce que c'est pas important de s'ennuyer ? C'est ce qui nous caractérise la vie finalement. Oui. Parce que moi je dis toujours quand je suis en vacances, quand j'ai le temps de m'ennuyer, c'est que c'est des bonnes vacances. Parce que ça fait partie de la vie. Parce que le théâtre, du coup, c'est le best-of. Le théâtre, c'est 1h30. Enfin, la représentation, c'est 1h30, 2h. Donc, paf, ça va vite, quoi. C'est comme ce Sans Prétention, tu vois. J'ai préparé les sujets. Exactement ça. Et on s'est pas ennuyé. Temps mort et tout, ça passe, tu vois. C'est fluide. Absolument pas ennuyé. Alors que dans la vraie vie, si on était juste allé boire un verre et que j'avais pas eu des notes sur mon téléphone, j'aurais peut-être réfléchi un peu, des temps de flottement, des trucs, machin et tout. Bah là t'avais des notes, mais je pense que c'était plutôt fluide, hein. Alors à part tes transitions qui étaient magnifiquement amenées à chaque fois, attention. Pas toutes. Mais je pense qu'on aurait pu avoir cette discussion dans un bar, alors on serait peut-être moins bien entendu. Oui, le son aurait été moins bon. Ouais, il y aurait beaucoup de monde. Mais là on peut dire que c'est pour la postérité. Peut-être un Sans Prétention dans un lieu public. Mais il faudrait que je trouve le moyen d'être sûr que la sonorisation soit bonne. Parce que écouter un podcast où t'entends autant la personne que toutes celles qui parlent autour, c'est ça. Très peu agréable. Avec les gosses qui chialent et tout. Dans un parc par exemple, tu vois. Oh là là. Oh non. Les familles, les gens qui s'aiment. Ah oui, c'est insupportable. Bienvenue sur Super Aigri, le podcast des gens aigris. Non. Merci Cyril. Merci Baptiste.